Hello there. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette suite de cours. Nous allons terminer aujourd'hui la fin des exercices PHP, les exercices de base, pour apprendre l'introduction au langage PHP. Puis dans une deuxième partie, on va voir comment utiliser les cookies et les variables sessions en PHP. Donc, on va commencer avec la première partie. Si vous vous rappelez bien, dans les notes de cours que j'ai rendues disponibles sur Léa, il y a un petit fichier texte qui contient tous les exercices que j'ai faits au dernier cours et ceux que je vais faire aujourd'hui. Donc, il y a un fichier texte que vous pouvez ouvrir avec un éditeur de texte dans lequel vous avez tous les fichiers HTML et les fichiers PHP et certains fichiers texte que j'utilise pour les exercices de base en PHP. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour commencer, on va ouvrir notre machine virtuelle à l'aide de VMware. Comme à l'habitude, on va ouvrir un terminal pour se connecter au gestionnaire de fichiers qui est Nautilus en administrateur. Ensuite de ça, je vais ouvrir une autre console pour me permettre d'ouvrir en mode administrateur mon éditeur de texte. Dans mon cas, c'est Gedit, mais vous pouvez utiliser un autre gestionnaire de fichiers, éditeur de texte. Et ensuite, on va ouvrir un navigateur web, dans notre cas Firefox, pour tester nos pages web. Et c'est parti. On avait terminé les exercices la semaine passée, c'est-à-dire au dernier cours, avec le while, avec lequel on avait fait une boucle sans fin. On a vu le résultat. Ce n'était pas nécessairement agréable pour le client. Donc, on va poursuivre les exercices à partir du 11. Donc, je vais aller dans mon gestionnaire de fichiers Nautilus. Je vais aller à la racine de mes pages web, dans mon dossier MERS que j'ai créé. Mes exercices sont dans PHP. Donc, on est rendu au numéro 11, où on va faire un exercice sur le do while. Donc, on va faire comme au dernier cours. On va regarder le code. On va essayer de deviner ce qui va se passer dans notre page. Comme on a vu au dernier cours, là, j'ai tout simplement mes entêtes HTML comme à l'habitude, avec la fin de mes balises HTML à la fin du fichier. Dans le corps de mon fichier HTML, j'ouvre la balise PHP, je termine la balise PHP. Puis à l'intérieur, je vais faire un petit exercice avec un do while. Donc, si vous regardez, j'ai une variable que je mets signe $i, que j'initialise avec la valeur 5. J'utilise un do, j'ouvre l'accolade. À l'intérieur de mes accolades, je vais faire tout simplement afficher ma variable i, suivi d'un petit point qui permet de concaténer deux chaînes de caractères. Donc, ça, on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Donc, dans mon écho, j'affiche le contenu de valeur i, suivi d'un point. En C, dièse, c'était le plus qui permettait de concaténer deux chaînes de caractères. Dans ce cas-là, j'utilise le petit point en PHP pour concaténer deux chaînes de caractères avec un changement de ligne, avec un BR. Ensuite de ça, j'incrémente mon signe $i++. Puis ensuite de ça, très important, j'ai marqué en commentaire ici. Puis à la fin de mon accolade, je fais un while, donc une condition, tant que i est plus petit ou égal à 4. Donc, si je regarde avec la valeur 5, il ne devrait tout simplement pas entrer dans la condition. Par contre, il devrait quand même faire une première fois, étant donné que c'est un do avec un while, il devrait faire quand même une fois la boucle. Donc, il devrait afficher notre 5. Donc, on va regarder le résultat dans notre navigateur web. Donc, si j'appuie sur mon
mon fichier do-while. On voit qu'il a quand même fait une première fois la boucle et il a affiché le 5, mais il n'a pas refait la boucle parce qu'il ne respecte pas la condition. Donc, avec un do-while, il le fait quand même une première fois. Donc, on va aller faire un petit test. On va changer la condition ici. On va partir le i, par exemple, à 2. Donc, il devrait faire la boucle au moins 2, 3, 4. Donc, il devrait la faire 3 fois. Donc, je clique sur Enregistrer. Je reviens à mon navigateur web. Je fais un petit rafraîchissement. Et voyez, il a fait la boucle 2. Il a changé de ligne 3 et 4. Donc, le do-while a fonctionné. La première fois, même si la condition n'était pas respectée, il l'a quand même fait une fois. Donc, voici la démonstration pour le do-while. On retourne pour le prochain exercice, qui est le numéro 12. Le numéro 12, si je ne me trompe pas, je reviens dans mon navigateur web. Donc, pour être sûr que je suis au bon endroit. Ah si, ai-je parlé? Un peu de manipulation. Mon numéro 12, c'est tout simplement faire afficher des variables d'environnement. Vous voyez, il y a un paquet de commentaires parce qu'à travers les années, j'ai utilisé le même fichier, puis il y a des variables d'environnement qui fonctionnent, qui ne fonctionnent plus. Donc, on va y aller avec les 4 lignes qui sont là. Le premier affichage, c'est avec getEnv qui va aller chercher la variable d'environnement pour remote address. Je refais le même stratagème avec le signe $server qui me permet d'aller chercher la variable d'environnement. Ensuite de ça, j'utilise signe $server pour aller chercher la version du logiciel qui est utilisé. Puis ensuite de ça, je vais chercher le logiciel qui est utilisé pour l'administrateur. Donc, il devrait me faire 4 affichages s'il n'y a pas d'erreur. Donc, je retourne dans mon Firefox. Ce n'est pas un exercice qui est vraiment compliqué. J'appuie sur mon exercice 12. Donc, il va me chercher l'adresse IP de la machine. Ce n'est pas très spectaculaire parce qu'ici, je suis en localhost. Donc, je fonctionne en local. J'ai ma version d'Apache qui apparaît ici, sous Ubuntu. Puis j'ai le serveur admin que j'ai changé dans la configuration d'Apache qui apparaît, qui est mon adresse courriel. Donc, les 4 lignes ont fonctionné. Histoire de faire comme j'ai fait au dernier cours, je suis un petit peu tannant avec ça, mais pour être sûr qu'on comprend ce qui se passe quand on passe par le serveur, puis on utilise des pages avec du PHP. Regardez dans le code source de ma page, j'ai toujours pas de PHP. Donc, le PHP est interprété. Puis il m'a envoyé le résultat parce que j'ai placé mes variables d'environnement dans un appel avec un echo pour l'envoyer à l'affichage. Puis j'ai mis des changements de paragraphe entre chaque ligne. Donc, ça fonctionne bien comme ça. On va passer à l'autre exercice qui consiste à remplir un petit formulaire. Donc, j'ai fait un copier-coller. J'ai réutilisé les mêmes bons vieux formulaires qu'on a fait dans le dernier cours. Donc, il n'y a pas grand-chose là-dessus. C'est forme 3. Je vais quand même l'ouvrir pour justifier le fait que j'utilise le formulaire. Donc, on va aller chercher un autre formulaire qui est forme 3, que j'ouvre ici, qui ne contient pas de PHP. Si vous regardez le code, il y a seulement du HTML. J'attire encore une fois votre attention sur le form et le /form. Donc, ce qu'il y a entre les deux balises, ça va être notre formulaire. Dans notre formulaire, j'ai une méthode post, action. Donc, quand je vais appuyer sur le bouton Envoyer, je vais appeler ma page 13form1.php. Donc, ça, c'est les grandes lignes de notre formulaire. On remplit un petit formulaire. Quand je clique sur le bouton Envoyer, on va tout simplement appeler le fichier 13form1.php. Si on regarde à l'intérieur du formulaire, j'ai un premier champ que j'ai appelé « Oh ». Contrairement au dernier cours, j'ai changé le nom de mon premier input que j'ai appelé « NOM », qui est « non ». Ensuite de ça, j'ai un text area que j'ai appelé tout simplement « texte ». Donc, contrairement au dernier cours, histoire de se préparer à l'examen, j'avais changé le name de mon premier input. J'avais mis TEMPS juste pour nous mêler un petit peu pour voir si on comprenait ce qui se passait. Là, retenez que dans ce formulaire-là, j'ai un premier input qui s'appelle NOM, puis j'ai un text area qui s'appelle texte. Donc, on va aller voir le fichier PHP. On va essayer de l'interpréter, voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est 13 form1.php. Donc, quand je vais appeler ce fichier-là, si on regarde, j'ai mon HTML habituel. Ensuite de ça, je fais tout simplement afficher avec le titre H4 merci. Et j'utilise ma balise d'ouverture de PHP. Je fais un petit écho. Je vais chercher le nom de la personne. Donc, ça devrait écrire merci, espace,
le nom que la personne va avoir rentré dans le formulaire. Ensuite de ça, j'ai terminé le PHP. Je termine le titre H4. Ensuite de ça, j'ouvre une balise PHP. Puis je vais tout simplement faire afficher le commentaire de la personne. J'affiche, changement de paragraphe, votre commentaire, espace 2 points, avec un signe de $request TEXTE. Très important, c'est ce que j'ai écrit dans le fichier HTML ici. Donc, TEXTE. Je fais un signe de $request. Je vais chercher le contenu du formulaire et je vais le faire afficher à cet endroit-là. Donc, on va regarder le résultat. Ce ne sera pas un résultat super spectaculaire, mais on devrait quand même voir apparaître. Disons que, mettons, j'écris votre nom, Mers, votre commentaire, mettons, il fait beau. Point d'exclamation. Donc, si on a bien compris le texte, il va tout simplement afficher merci, Mers. Puis ensuite de ça, il va afficher votre commentaire, il fait beau. On s'essaye. Merci, Mers. Votre commentaire, espace 2 points, il fait beau. Aussi simple que ça. Le but de cette petite page-là, c'était de récupérer à l'aide du signe de $request le contenu des différentes parties du formulaire, puis ensuite de ça, les faire afficher à l'écran. On va aller faire l'exercice suivant, qui est le forme 4. Encore une fois, j'ai utilisé le même type de formulaire. J'ai fait un copier-coller du code. On va aller voir le forme 4 pour le principe. Le forme 4 qui devrait être à peu près un copier-coller de ce que j'ai là. Donc, j'ai tout simplement, encore une fois, j'appelle la page 14 forme2.php quand je vais peser sur le bouton Envoyer. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les formulaires et le HTML, je vous rappelle que le formulaire commence par un form et se termine par la balise /form. Ensuite de ça, j'ai tout simplement un input type text name nom. Donc, retenez le NOM qui est là. Ensuite de ça, j'ai un text area qui s'appelle TEXTE. Donc, il faut retenir NOM. Il faut retenir TEXTE. Donc, dans mon fichier 14 forme2.php, encore une fois, on va regarder le code PHP et essayer de deviner ce que la page devrait nous offrir. Donc, je vérifie tout simplement si les champs sont remplis. Donc, c'est une espèce de petite validation. Je regarde si c'est pas vide pour le premier request NOM et si c'est pas vide pour le deuxième avec texte, le text area TEXTE. J'affiche tout simplement merci, le nom de la personne. Ensuite de ça, j'affiche le commentaire. Sinon, j'affiche erreur, point d'exclamation, parce que c'est un if et un else. Puis ensuite de ça, j'ai marqué vous devez remplir correctement tous les champs. C'est vraiment basic comme validation, mais éventuellement, en PHP, on peut faire un peu de validation, mais ce n'est pas la force du PHP de faire de la validation. Ceux qui ont déjà appris à faire du jQuery ou un peu de JavaScript dans différents types de JavaScript, le fait de faire de la validation directement chez le client avec du JavaScript ou du jQuery, c'est sûr que c'est plus efficace parce que ça se fait en temps réel. Donc, les formulaires efficaces qui font de la validation vont se faire souvent avec du JavaScript. Étant donné que ce n'est pas le but de notre cours d'apprendre à faire du JavaScript ou du jQuery, ce qu'on va faire, c'est que je vous montre le minimum de validation que vous pouvez faire avec PHP. Il faut penser que PHP, pour la validation, il faut envoyer une requête au serveur. Le serveur vérifie les champs et on peut renvoyer une réponse par la suite. Donc, ça fonctionne, mais ce n'est pas ce qui est le plus efficace en 2020 pour valider les formulaires. Mais c'est quand même possible de le faire. Donc, on va regarder le résultat. On va retourner dans notre navigateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir aucun des champs. Donc, il devrait aller dans le else. Je clique sur renvoyer. Erreur, vous devez remplir correctement tous les champs. Donc, si je reviens à l'arrière, je vais rafraîchir mon formulaire. Si j'affiche, par exemple, juste mon surnom qui est Mers, mais je ne remplis pas la partie commentaire, il devrait encore aller dans le else et nous dire qu'on devrait remplir correctement tous les champs. Et si je remplis, mettons, le champ commentaire avec le mot beau, là, les deux champs devraient être complétés, même si ce n'est pas une très grosse validation, mais ils devraient rentrer dans le if au lieu de faire le else. Merci, Mers, votre commentaire, beau. Donc, ça a fonctionné. Donc, c'est une petite validation très simple. Comme je vous disais au début, vous avez le code disponible dans le fichier texte, donc vous pouvez toujours aller voir si jamais vous voulez être assuré avec tout ça.
Le numéro 15, on va aller voir le numéro 15. Exercice numéro 15 sur les tableaux. Donc, c'est un exercice un peu plus complexe où on utilise quand même ici, on va créer plusieurs tableaux. Donc, si vous regardez, il y a toujours le code HTML. On commence ici avec un premier tableau. On se déclare un premier tableau, signe de dollar A1, array. Puis ce qu'on va mettre dans le tableau, ben, tout simplement son contenu. Si on ne spécifie pas les indices, donc il va commencer par défaut l'indice 0. Dans l'indice 0 de notre premier tableau, il va mettre un chien. Dans l'indice 1, il va mettre 2 chiens. Dans l'indice 3, 3 chiens. Nous irons au bois chien. Donc, dans l'indice 0, 1, 2, 3. Là, je me suis trompé, je pense, quand j'ai dit 3 chiens. Là. Donc, il va commencer à l'indice 0. Je me crée un deuxième tableau qui s'appelle A2, dans lequel je vais lui indiquer à quel indice je veux commencer mon tableau. Contrairement à l'autre, si j'indique que je veux commencer à l'indice 1, donc il n'y aura comme pas d'indice 0 dans la mémoire. Donc, il va commencer un chat à l'indice 1, 2 chats à l'indice 2, 3 chats à l'indice 3. Nous irons au bois chat à l'indice 4. Donc, on s'est créé 2 tableaux différents. Un dans lequel on ne spécifie pas l'indice de départ, puis dans le deuxième, on va spécifier ici à quel indice on veut commencer. On se crée aussi, j'ai marqué comme commentaire, pour commencer à l'indice 1. On se crée un troisième tableau dans lequel on va commencer à l'indice 1, puis on va mettre 1, 2, on va mettre 2, 3, on va mettre 3, et, comme bizarrement un petit peu, on va passer directement à l'indice 5 pour mettre « Nous irons au bois ». Donc, vous voyez que les tableaux en PHP, ils peuvent être associatifs. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire des tableaux avec des indices qui suivent nécessairement. On peut faire des tableaux avec des indices disparates un petit peu. On peut faire des tableaux aussi avec des caractères comme indice. Donc, associer, par exemple, une ville à le nom d'une équipe de sport ou quelque chose comme ça. On aurait pu faire un tableau associatif avec des chaînes de caractères comme indice. Donc, je vous ai montré dans cet exemple-là, je vous rappelle qu'il est disponible dans mon fichier texte, comment faire un petit while pour aller chercher chacun des éléments du tableau. Donc, un petit while ici qui va nous permettre d'aller chercher signe de dollar clé, virgule, signe de dollar val, clé pour l'indice, val pour la valeur du tableau. Puis on va chercher chacun des éléments du tableau avec le each A1. Remarquez le code de coloration, ben, il va comprendre que le each, c'est une fonction qui est disponible en PHP, il est en noir. Donc, il va aller chercher chacun des éléments du tableau A3. Puis ensuite de ça, avec un echo, on va faire afficher la clé, espace 2 points, la valeur, changement de ligne. Donc, il devrait nous afficher 1 avec la chaîne de caractère 1, 2, chaîne de caractère 2, etc. On fait un petit reset du tableau A3 pour vous montrer que c'est possible de le faire en PHP, ce qu'on n'avait pas besoin de faire quand on était en C dièse. Dans le echo, on va faire afficher le tableau tout simplement comme ça à l'indice 4. On va voir ce que ça va donner parce que dans le tableau A3, si vous avez suivi, il n'y a pas d'indice 4. Donc, on va voir ce que ça va donner. S'il va y avoir un petit warning ou il va y avoir quelque chose comme ça qui va apparaître dans ma page. Ensuite de ça, parce que je vous rappelle que dans le cours précédent, on a appris à aller mettre la ligne display erreur égale à on parce qu'on voulait voir apparaître les messages d'erreur. Évidemment, si vous présentez des pages web à un client, je vous suggère d'aller mettre en commentaire ou d'aller mettre le display erreur à off pour pas qu'on voit les messages d'erreur apparaître dans les pages. Ceci dit, je ferme la petite parenthèse, sans faire de jeu de mots. On va aller chercher après ça le contenu du tableau 3, puis on va inverser les valeurs et la clé. Donc, on va faire apparaître les valeurs en premier, puis la clé en deuxième. Ensuite de ça, on va utiliser une autre façon de faire afficher notre tableau, c'est avec un for each. Donc, dans le for each, pour chacun des éléments du tableau A2, on va aller chercher la valeur, puis on va faire afficher tout simplement la valeur, suivi d'un changement de ligne. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher le contenu du tableau à cet endroit-là. Ensuite de ça, on va faire afficher for each. D'une autre façon, on va aller chercher la valeur, on va faire un écho de la clé suivi de la valeur. Donc, ça, c'est pour le tableau numéro 1. Donc, dans l'affichage, un résumé, parce qu'il y a quand même beaucoup d'affichage puis il y a beaucoup de manipulation, on va commencer par afficher le premier tableau. Ensuite de ça, on va essayer d'afficher l'indice 4 qui ne devrait pas exister dans la mémoire du serveur. On va voir ce que ça va donner. Ensuite de ça, on va aller chercher le tableau 3, mais on va inverser la clé et la valeur. Finalement, il nous reste 2 petits affichages à faire.
on va afficher le tableau 2, mais seulement la valeur. Ensuite de ça, on va aller afficher l'indice dans le tableau 1. Donc, on va regarder le résultat. Encore une fois, ce n'est pas très spectaculaire, mais ça nous permet de manipuler un petit peu les tableaux. Puis dans un des exercices que vous allez avoir à faire en laboratoire, à un moment donné, je vais vous demander de créer un tableau, puis de manipuler un tableau. Donc, ça va vous permettre de vous exercer un petit peu là, pour travailler avec les tableaux. Donc, si on va avec l'exercice 15, le résultat, on voit le tableau 3 qui apparaît avec les indices et le contenu. Perfect. Ensuite de ça, on a une petite notice. Oh, parce que Undefined Offset 4 à la ligne 17 de mon fichier, étant donné que j'ai mis Display Error à on, on voit apparaître une petite note qui nous dit que l'indice 4 n'existe pas. Donc, il n'est pas défini. Undefined Offset, donc l'indice 4 n'est pas défini. Ensuite de ça, on voit différentes façons. Là. On inverse le contenu et l'indice. Ensuite de ça, on a juste le contenu de notre tableau 2. Puis ensuite de ça, on fait apparaître notre tableau 1. Donc, ça fonctionne généralement, sauf le petit indice 4 qui n'existe pas dans notre tableau 3. Mais c'était voulu. Quand on a regardé le code, on s'est dit, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va-tu donner une erreur? Bien là, on voit qu'il y a une petite notice qui apparaît à ce moment-là. On va aller voir pour notre exercice numéro 16. Notre exercice numéro 16, c'est encore un exercice sur les tableaux. Tout ce qu'on va faire, c'est faire des tests sur une façon de trier les tableaux. Si vous regardez le code ici, dans notre partie PHP, on se crée un tableau qu'on appelle tout simplement signe $ tableau, dans lequel on met à l'indice 1, 1. Ensuite de ça, à l'indice 2, il va avoir 4. À l'indice 3, il va avoir 2. Oh! Un tableau un peu bizarre, juste pour nous mélanger un petit peu. C'est voulu. Parce qu'après ça, on va mélanger, on va faire un tri du tableau. On va voir, il va le mettre dans quel ordre. Donc, la première façon de faire un tri de tableau, évidemment, c'est avec on va tout simplement appliquer le sort, qui est un tri en français, sur notre tableau. Il y a plusieurs façons de faire des tris. Après ça, avec un while, avec chacun des éléments du tableau ici, on va aller chercher la clé et la valeur, on va les faire afficher. Donc, on va voir ce que ça va donner avec le premier tri. Donc, on a changé l'indice numéro 2 du tableau pour 7. Donc, on devrait avoir 1, 7 et 2. Donc, on va voir ce que ça va donner avec un K-sort. Donc, si on va voir ici le résultat, on a 1, 2, 3, 1, 7, 2. Perfect. Donc, ils sont exactement dans le bon ordre. Il y a eu un tri sur l'indice comme ça. Ça apparaît comme ça. Si on retourne à notre code ici, on va faire un petit changement. J'ai mis en commentaire différentes sortes de tri qu'on peut faire. Si on ajoute un R en avant du tri, ça va tout simplement faire un reverse. R pour reverse. Donc, ça va faire un tri inversé. Donc, on va essayer de faire ici, on va utiliser le R sort, juste pour voir si ça va faire un reverse, ça va inverser le tri. Donc, il ne faut pas oublier d'enregistrer notre fichier. Je retourne dans mon navigateur et on fait un petit rafraîchissement. Et voyez, ça a fait un tri inversé ici. Donc, sur les indices. Sur le contenu, je veux dire. 7, 2, 1, ça a fait un tri sur le contenu. Je pense que j'ai oublié de le dire, mais quand on utilise le K en avant, ça fait un tri sur les indices. Donc, si je reviens à ce que j'avais auparavant, j'avais un K-sort qui me permettait de faire un tri sur les indices. Donc, si j'utilise le K-sort, j'enregistre. On va voir ici un petit rafraîchissement. On voit qu'il fait un tri sur les indices au lieu de faire un tri sur le contenu. Donc, en résumé, le K devant le tri permet de faire un tri sur les indices au lieu de faire un tri sur le contenu. Si on ajoute un R, ça fait un tri sur inverse, d'ordre inverse, c'est-à-dire reverse sur le tri. Puis, il y en a un paquet d'autres fonctions qui permettent de faire des tris. Donc, je ne les ferai pas tous avec vous autres. Si vous voulez les tester, vous allez voir dans la documentation de PHP, vous allez avoir toutes les explications sur toutes les sortes de tris que vous pouvez faire sur un tableau. Donc, ça termine pour la petite partie sur les tableaux. On va aller voir le 17 fichier 1.php, notre prochain exercice, qui est un exercice sur les fichiers. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement là, se déclarer une variable page qu'on va initialiser à vide. J'ai mis un petit commentaire. Ça, c'est pour les gens qui vont travailler sous Windows. Je ne sais pas pour
quelle raison, mais sous Windows, il y avait des problèmes en ouvrant un fichier texte. Je ne sais pas dans les dernières versions de PHP si ça a été réparé, mais il fallait, je ne sais pas pour quelle raison, initialiser une variable avant d'aller envoyer le contenu d'une page dedans. Bref, je l'ai mis en petit commentaire ici. Signe de $FP, c'est une variable que je me crée qui va contenir les paramètres d'ouverture du fichier texte. Donc, je vais ouvrir mon formulaire 4.html en lecture. R, ça veut dire read. Donc, en mode lecture, je vais ouvrir ce fichier-là. Ensuite de ça, tant que ce n'est pas la fin du fichier, not file ends of file, tant que ce n'est pas la fin du fichier qu'on vient d'ouvrir en mode lecture, dans une boucle, je vais aller chercher les 4096 premiers caractères et je vais les envoyer ici dans mon écho, tout simplement pour les afficher dans ma page web. Donc, je vais faire ça comme ça. Ça va me permettre d'aller chercher toutes les lignes de mon fichier form4.html et de les afficher. Donc, on va aller voir mon fichier form4.html, ce qui avait l'air. Form4.html, regardez, c'était mon petit formulaire qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, normalement, il devrait aller lire, si je vais voir le code source de mon fichier, il va aller lire chacune des lignes. En allant lire 4096, il devrait aller lire chacune des lignes de mon fichier, puis de faire un écho. Autrement dit, de réafficher ce fichier-là. Donc, si on va voir, je vais fermer le code source. Si on va voir l'utilité d'aller lire le fichier et de le faire afficher, donc, je clique sur mon 17 fichiers.php. C'est vraiment, regardez dans la barre d'adresse, c'est 17 fichiers 1.php. Il est allé lire chacune des lignes de mon formulaire puis il les a affichées. Donc, vous voyez que le fopen en mode lecture avec un fget nous permet d'aller chercher le contenu d'un fichier. Donc, c'est un exemple un peu bizarre parce qu'il va réafficher le même contenu. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est comment faire pour ouvrir un fichier. Le type d'ouverture, ici, je l'ouvre en mode lecture, puis je vais aller tout simplement l'afficher. Bon, c'est un exemple un peu bizarre qui n'est pas super cool, mais ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va ouvrir un fichier en mode happen, puis on va être capable d'aller écrire dans ce fichier-là. Donc, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, si on retourne voir dans nos exercices, on est rendu au formulaire 5.html. On a un petit formulaire. Il est un petit peu différent des autres. On va tout simplement insérer notre nom. Ensuite de ça, on va insérer notre courriel. Puis, on va cliquer sur « Envoyer ». Donc, on va aller voir notre formulaire 5. Formulaire 5 qui est ici. C'est tout simplement un fichier HTML dans lequel il n'y a pas de PHP. Vous avez, je me répète, c'est comme un petit cours de maternelle. Vous avez un formulaire qui s'ouvre ici. Fermeture des balises /form. Donc, entre les deux, c'est le formulaire. On va appeler le fichier 18 fichier2.php quand on va appuyer sur le bouton « Envoyer ». Le premier text area, c'est un name est égal à nom. On va rentrer notre nom. Le deuxième input, ce n'est pas un text area, je me suis trompé, c'est un input qui s'appelle email. Donc, retenez ça. Le premier input s'appelle nom. Le deuxième input s'appelle email. Donc, on va récupérer le nom et le email, puis on va aller écrire dans un fichier texte. Donc, si on regarde ce qui se passe quand on va appuyer sur le bouton « Envoyer », on va aller voir ce que notre fichier PHP va faire. Donc, le 18 fichier2.php. Le 18 fichier2.php qui est ici. Ce qu'on va faire dans ce fichier-là, si on regarde, on va aller récupérer, on regarde le code PHP qui est là, avec une variable locale qu'on s'est déclaré signe de $ non, égale request, entre crochets, nom. C'est ce qui était dans mon formulaire HTML. Même chose, je me suis déclaré une variable locale signe de $ email que je mets égal à request email. Donc, ce que j'avais dans le fichier HTML, c'était nom, c'était email. Je fais des requests sur nom et email et je les envoie dans une variable locale qui s'appelle signe de $ non, signe de $ email. Je vous rappelle que les signes de $ en PHP permettent de se créer des variables. Soit des variables d'environnement qui existent déjà comme request ou se créer des variables locales qu'on va utiliser nous autres mêmes. Ensuite de ça, je fais dans un if pour voir si ça fonctionne l'ouverture du fichier. Si signe de $ FP, ça va être un pointeur qui va pointer vers l'ouverture du fichier. Fopen, j'ouvre en mode A pour happen.
Donc, on va aller ajouter quelque chose au fichier. Mon fichier PHP8, fichier.txt. Je vais faire un fput d'un changement de ligne. On va faire un changement de ligne, on va à la ligne. Ensuite, un fput du nom et une barre droite pour être capable de différencier les deux. Et signe de dollar email qui devrait contenir, si ça a bien fonctionné, mon email. Ensuite de ça, je fais très important de faire un fclose de la connexion avec mon fichier pour libérer l'espace. Ensuite de ça, je vais faire afficher le nom. Ensuite de ça, le email. Un changement de ligne. Puis je vais compter avec strlen, c'est string length, pour trouver la longueur de la chaîne de caractères. Puis je vais compter le nombre de lettres qu'il y a dans mon nom. Puis je vais marquer enregistrement réussi. Si le if n'a pas fonctionné, je me suis placé un petit else à la fin. Ça veut dire que l'ouverture n'a pas fonctionné. Donc, je marque ouverture du fichier impossible. Et je me permets de faire quelque chose qui n'est pas permis dans tous les langages. Je me fais un petit exit pour pas qu'il aille faire le reste du code. Donc, en résumé, il va ouvrir le fichier en mode happen, c'est-à-dire ajout. Il va aller faire un changement de ligne. Il va insérer le nom et le email séparés par une barre droite. Ensuite de ça, on va afficher tout simplement ce qu'on vient d'entrer dans le fichier texte. On va compter le nombre de lettres dans mon nom. Puis ensuite de ça, on va marquer enregistrement réussi. Si l'ouverture du fichier n'a pas réussi, on a un petit else qui nous indique ici que l'ouverture du fichier est impossible. Donc, je clique sur enregistrer. Je vais aller voir le résultat de ça, mais avant, on va aller voir ce qu'il y a dans mon fichier texte, juste pour avoir un aperçu de ce que ça devrait donner. Donc, PHP8, mon petit fichier PHP8 ici. Regardez ce qu'il y a dedans. Il y a déjà un paquet de tests que j'ai fait. Donc, le dernier qui est en bas, c'est Jean Sérien, avec son adresse de courriel jeansérien.com. Donc, on va aller voir, on va aller le faire fonctionner. On va ajouter un nom. On va dire, par exemple, que j'ajoute, je ne sais pas, c'est, mettons, son nom, ce serait G. G Boucher. Son email, ça pourrait être G A commercial boucher.ca. Donc, normalement, il devrait l'ajouter à mon fichier texte G Boucher, G A commercial boucher.ca, puis il devrait me l'afficher avant de l'envoyer. On va le tester. L'important pour que ça fonctionne, très important, je reviens ici, dans mon navigateur, c'est que le fichier dans lequel on veut écrire, il faut lui donner les permissions en écriture. Donc, dans un change mode, ou si vous le faites de façon graphique à l'écran, il faudra aller donner les permissions au fichier PHP8, fichier.txt, les permissions en écriture. Parce que s'il n'y a pas les permissions en écriture, le serveur web ne pourra pas aller écrire dans le fichier texte. Donc, il faut vraiment aller donner les permissions en écriture du côté administrateur. Donc, si vous avez les permissions en écriture, souvent c'est l'erreur qu'on fait au début, on a oublié de donner les permissions en écriture. Je clique sur envoyer. On me dit le nom, G Boucher, email g@commercialboucher.ca, 11 lettres dans le nom. 1, 2, 3, il compte la barre d'espacement, 11 lettres dans G Boucher. Enregistrement réussi. Donc, si on va voir dans notre fichier texte, on nous dit que le fichier a été modifié. Je clique sur recharger. Regardez en bas, il y a eu un changement de ligne, puis c'est écrit G Boucher avec l'adresse de courriel. Donc, il a été écrit dans le fichier texte. Vous allez avoir à faire ça dans un laboratoire, dans les prochains laboratoires. Vous allez devoir ouvrir un fichier texte en écriture, puis être capable d'aller écrire dedans. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Pour ce qui est de la suite des choses, attendez un petit peu, je reviens à mon navigateur ici. Dans le fichier 19, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire le fichier texte, si je ne me trompe pas. Donc, si je vais voir mon exercice 19, il nous reste 2 petits exercices à faire. L'exercice 19, on va essayer de deviner. OK, on fait quelques petits tests. On va vérifier avec un file existe si le fichier existe. OK? Ensuite de ça, on va faire un fopen du fichier texte. On l'ouvre en mode lecture avec un R. Ensuite de ça, dans le L, si ça ne fonctionne pas, on marque fichier introuvable. Importation stoppée avec un petit exit ici.
Sinon, quand ça, le if et le else est terminé, j'imagine qu'on n'a pas passé par le exit, ça veut dire que ça a fonctionné. On va faire un tant que ce n'est pas la fin du fichier. On va aller lire une ligne. Donc, on va aller chercher 4096 caractères dans mon fichier texte. On va l'envoyer dans signe de $ligne, une variable que je viens de me créer. Donc, on te place une première ligne dans ligne. Ensuite de ça, on va utiliser la fonction PHP explode. Explode qui va comme séparer ma chaîne de caractères en fonction de ce que je vais y passer comme paramètre. Moi, je sais que j'ai séparé le nom de la personne et le nom du courriel par une barre droite comme ça. Donc, il va aller chercher ce qu'il y a dans la ligne, signe de $ligne. S'il rencontre l'objet ici du explode pour la séparation, la barre droite, il va faire un explode puis il va envoyer le résultat dans un tableau. Je répète, le explode va séparer ma chaîne de caractères en fonction du paramètre que je lui ai passé. Dans ce cas-là, c'est une barre droite. Il va séparer le contenu de ma ligne que je viens de lire. Il va aller placer ça dans un tableau. Signe de $list, si j'envoie des éléments à l'intérieur dans des indices, il va devenir par le fait même un tableau. Donc, signe de $list, indice 0. Indice 0 va contenir le premier élément du tableau. Indice 1 va contenir le deuxième élément du tableau. Donc, mon nom va être dans l'indice 0 et mon courriel va être dans l'indice 1. Donc, je me déclare une variable nom dans laquelle j'envoie liste indice 0. Donc, je devrais envoyer mon nom dans cette variable-là. Je me déclare une variable email dans laquelle j'envoie signe de $list indice 1. J'en profite pour passer un autre élément de matière. Quand vous avez une ligne qui vous permet peut-être de faire des erreurs ou des warnings ou des petites notices, des fois, à l'affichage, on peut faire en sorte de ne pas afficher la petite notice ou le petit warning. On peut mettre un A commercial en avant d'une ligne pour faire en sorte que si jamais l'indice n'existait pas, ben pour enlever l'erreur qui devrait apparaître ou l'avertissement qui devrait apparaître. Ensuite de ça, je fais un écho pour faire afficher le contenu. Ceux qui se demandent, je suis un vieux prof, là, dans le bon vieux temps, on mettait des ENBSP point virgule. On en mettait 3 comme ça pour faire un espace blanc. Donc, au lieu d'utiliser les CSS pour l'affichage, là, je voulais juste séparer avec un espace blanc. On va faire afficher le nom et le email de chacun des éléments du fichier texte. Donc, on fait ça dans une boucle. La boucle se termine ici. Donc, on va aller chercher chacun des éléments du fichier texte. On va les faire apparaître. Très important, vous ne voulez pas de perte de points à l'examen, faire un petit F-close ici de ma connexion. Donc, j'ai une connexion signe de $FP. Donc, je fais un F-close pour fermer ma connexion avec le fichier texte pour libérer l'espace. C'est beaucoup de lignes. Vous pouvez reculer puis réécouter si jamais il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris. Ce n'est pas super complexe, mais il y avait un petit peu de nouvelle matière là-dedans. Donc, en résumé, il devrait aller lire le fichier texte puis nous afficher le contenu. Donc, on va aller voir 19 ce que ça donne. Regardez, il va lire tout le fichier texte comme ça. Puis ensuite de ça, le dernier qu'on a ajouté, c'est gboucher, email g@commercialboucher.ca. Donc, ça a fonctionné. Il a été lire tout le fichier texte. Par contre, je n'ai pas vérifié s'il y avait des endroits, il y avait des lignes vides. Donc, il m'a affiché des noms et des emails avec des lignes vides. Parce que si on regarde dans mon fichier de base, à l'origine, mon fichier texte, il y a des lignes quand même qui étaient vides ici dans mon fichier texte. Donc, c'est pour ça qu'il a affiché des lignes vides. Donc, ça a fonctionné. On était capable d'aller lire. On termine avec le dernier exercice, qui est l'exercice numéro 20. L'exercice numéro 20, on va aller voir ce que ça donne comme résultat. C'est le même genre d'exercice. Ce qu'on va faire, c'est une autre méthode pour aller lire dans le fichier texte. On va tout simplement aller placer PHP fichier texte ici, .txt, dans une variable signe de $fichier. On va faire une commande qu'on n'avait pas fait. On va faire juste un file exist. On va vérifier si le fichier existe. Je passe rapidement en bas au else. Si le fichier n'existe pas, je marque fichier introuvable. S'il existe, il va rentrer dans le if. On fait tout simplement afficher signe de $fichier avec un changement de ligne. Ensuite de ça, on ouvre le fichier dans un tableau. Donc, on va aller chercher tout le fichier et on va le mettre dans un tableau ici. Ensuite de ça, on va faire un écho du tableau. Oups, un tableau, c'est un pointeur. Donc, ça va faire une petite notice, un petit warning. J'ai marqué comme commentaire, oups, c'est un pointeur. Donc, un pointeur,
il va contenir une adresse qui pointe vers le contenu. Donc, si vous cherchez sur Internet, je ne le fais pas ici, mais il y a une façon d'afficher un tableau à l'aide d'un écho, un type de écho qui permet d'afficher un tableau. On ne le fait pas ici. Je voulais juste vous montrer l'erreur que beaucoup de gens font au début. Ils font tout simplement un écho sur un tableau. Puis, ça va donner une petite notice ou un petit warning ici. Donc, cette ligne-là, on va la laisser là, mais n'oubliez pas que ça va faire un petit problème dans ma page. Ensuite de ça, je vais aller chercher chacun des éléments de mon tableau, puis je vais l'afficher. Puis, j'ai mis un petit else à l'ouverture du fichier dans un tableau, voir erreur, le fichier n'a pas pu être ouvert. Donc, c'est une autre façon d'aller lire dans le fichier. Si on regarde le résultat de ça, numéro 20, regardez, dans ma première variable, j'ai mis tout simplement le nom du fichier. Ensuite de ça, je vous avais averti qu'il y aurait peut-être une petite notice, Array to String Conversion. Ça veut dire qu'il essaye de placer un tableau dans une chaîne de caractères. Ça ne fonctionne pas à la ligne 12. Ensuite de ça, on va faire apparaître tout le contenu de mon tableau, ici, chacun des indices de mon tableau, avec le for each. Donc, si on regarde ici, pas le for each, mais je veux dire avec le while pour each, chacun des éléments de mon tableau. Donc, ici, vous voyez que ça a généré une erreur. Juste pour vous montrer si le A commercial fonctionne, si je place un petit A commercial en avant de mon écho de fichier, oh non, c'est pas la bonne ligne. Ah oui, attendez, non, c'est pas la bonne ligne. Mon petit écho qui est là, si je place un petit A commercial pour enlever le message de warning, la petite notice, donc je viens ici, j'aimerais ça ne pas voir apparaître la petite notice qui est là. Si je fais un rafraîchissement, oh, il y a une erreur à la ligne numéro 12. Ce que j'ai fait à ma ligne numéro 12, OK, il ne faut pas que je mette le A commercial en avant du écho. Il faudrait que je le mette en avant de ma variable. On s'essaye comme ça. Donc, je n'ai pas mis le A commercial au bon endroit. Si je fais enregistrer, j'essaie à nouveau. Non, ça n'enlève pas le A commercial. Est-ce que j'étais sur la bonne ligne? OK. Je ne suis pas certain. OK, là, ça a enlevé le message d'erreur. Ça l'a tout simplement fait afficher array ici. Donc, au moins, je n'ai pas la petite notice qui apparaît à cause du A commercial. Donc, ça termine les exercices jusqu'à 20. Je vous rappelle que les exercices sont dans un fichier texte. Vous pouvez aller chercher tous les exercices qu'on a fait ensemble depuis le dernier cours. Vous pouvez faire des copier-coller. Le code est à vous, je vous le donne. Vous allez avoir des exercices dans les laboratoires à faire qui vont être des fois un petit peu plus complexes où vous allez mélanger un ou deux exercices là-dedans. Ça, c'était la première partie, terminer les exercices jusqu'à 20. On va poursuivre avec une deuxième partie. On va faire des cookies en PHP et on va utiliser aussi les variables session. Pour cette deuxième partie, nous allons parler des cookies et des variables session. On va commencer par faire un petit peu la théorie sur ces deux matières-là. Ensuite de ça, on va regarder le code. Puis on va faire des exemples concrets pour voir comment ça fonctionne dans une page web, comment on peut récupérer ces cookies-là. Normalement, quand je fais le cours en présence, l'avantage, c'est que j'amène souvent une boîte de biscuits comme ça, que je peux partager avec les étudiants. Malheureusement, dans un cours à distance comme ça, je ne pourrais pas partager ma boîte de biscuits avec vous autres. Donc, je sympathise ceux qui peuvent utiliser les cookies comme ça. Dans ce cours-là, j'aimerais vraiment ça les partager avec vous autres, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager un petit peu plus la matière que les biscuits en tant que tels. Donc, dans les notes de cours, vous avez la partie théorique là, que je vous ai mis sur Léa. Donc, vous pouvez aller chercher les notes de cours. Et je vais essayer de suivre le plus possible là, les notes de cours sur les cookies et les variables session. Donc, on se lance. Les cookies en informatique, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler. Donc, les cookies, c'est tout simplement un petit fichier texte de taille limitée qu'on va disposer dans le disque d'un ordinateur. Donc, si quelqu'un va sur un site web, puis ce site web-là désire vous envoyer un cookie,
À ce moment-là, le cookie, ça va être un fichier texte qui va contenir quelques petites informations. Donc, on a souvent les gens ont peur des cookies, se demandent s'ils doivent accepter les cookies ou ne pas accepter les cookies. Les cookies, dans le fond, c'est juste un fichier texte. Le fichier texte en tant que tel, qui est enregistré sur votre ordinateur, n'est pas très dangereux pour l'intégrité de votre machine, de votre ordinateur ou même de votre téléphone cellulaire. Sauf que si jamais quelqu'un pouvait réussir à trafiquer votre ordinateur, votre téléphone cellulaire ou votre tablette avec un exécutable, il pourrait, à la limite, aller chercher les informations qu'il y a dans le cookie par la suite. Donc, le cookie en tant que tel, il n'est pas dangereux. Vous pouvez l'accepter, sauf que c'est les informations que contiennent le cookie qui pourraient causer un problème si jamais il y avait un problème d'intégrité, quelqu'un qui aurait arnaqué votre machine. Donc, le cookie en tant que tel est géré par le navigateur. Puis ce petit fichier texte-là, chacun des navigateurs, que ce soit Firefox, Safari, Google Chrome, va gérer eux-mêmes les cookies, va les enregistrer à un certain endroit sur l'ordinateur. Souvent, il va même, selon la version du navigateur que vous utilisez, va peut-être enregistrer plusieurs cookies dans un même fichier. À l'époque, c'est plus facile. On pouvait tout simplement aller à un endroit dans le bon vieux Internet Explorer. On savait exactement à quel endroit étaient emmagasinés les cookies. On pouvait aller ouvrir ce petit fichier texte-là puis voir le contenu. Donc, souvent, ce qu'on va mettre dans un cookie, ça va être, par exemple, le nom d'une personne ou son prénom ou son surnom, comme c'est écrit dans les notes de cours, là, un nickname ou des choses comme ça. Donc, souvent, la couleur préférée de votre site web. Si c'est une équipe de sport, ça pourrait être votre équipe préférée. On peut réutiliser ces informations-là par la suite. Quand on retourne sur le site, sans vraiment le savoir, quand on demande une page web à un serveur web, on va y envoyer le cookie correspondant si on a déjà un cookie sur la machine. Si on n'a pas de cookie, on n'enverra pas le contenu. Par contre, si vous êtes déjà allé sur un site web et qui enregistre un cookie sur votre machine, la prochaine fois que vous allez demander cette page web-là, vous allez envoyer le cookie, c'est-à-dire le contenu du cookie, donc les informations qui sont contenues dans le cookie. Donc, où sont stockés les cookies? Ça dépend du navigateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous montre un exemple ici dans les notes de cours, parce qu'à cette époque-là, c'était plus facile avec Internet Explorer. On savait exactement où était le cookie. Donc, vous avez un exemple ici là, qui était stocké dans le dossier là, administrateur.mers cookie. On avait un petit fichier texte, on pouvait l'ouvrir, c'était vraiment un .txt, puis on pouvait voir le contenu du cookie. Donc, le contenu du cookie, c'est encore la même chose en 2020, c'est à peu près la même chose. La première valeur qu'on voit dans le cookie, souvent, ça va être le nom du cookie. Donc, il faut donner un nom à notre cookie pour être capable de le récupérer, son contenu, par la suite. Donc, quand nous autres, comme programmeurs, on va créer un cookie, on va donner un nom à notre cookie pour être capable de le récupérer si quelqu'un retourne chercher cette page web-là et nous envoie en même temps le fait qu'il y a un cookie sur son ordinateur. Donc, on va être capable de récupérer avec le nom du cookie puis avec l'adresse IP correspondante ou le DNS correspondant à notre site web. La deuxième valeur, ça va être la valeur assignée du cookie, c'est-à-dire son contenu. Donc, selon les besoins que vous avez sur votre site web, on pourra envoyer, par exemple, dans le cas où vous avez dans les notes de cours, c'est une couleur. Vous avez gray, ça c'est le contenu du cookie. Officiellement, on peut mettre seulement un contenu par cookie. Par contre, comme on a vu tantôt dans ce qu'on a fait en PHP, on peut envoyer un contenu, mais on pourrait camoufler 2-3 contenus en les séparant par des barres obliques, par exemple, ou des trucs comme ça. Puis on pourrait récupérer un contenu de cookie, mais le séparer, exemple, avec un explode pour aller chercher 2-3 contenus dans un seul cookie. La troisième valeur, c'est l'endroit d'où provient le cookie, où il est situé. Donc, ça pourrait être une adresse IP. Dans notre cas en laboratoire, ou dans les exemples que je vais vous montrer tantôt, ça va être notre adresse IP. Mais par contre, ça pourrait être aussi un DNS là, d'un site web pour savoir d'où vient le cookie. Les valeurs suivantes sont des valeurs par défaut, à moins qu'on les change. On va voir dans l'exemple tantôt, on va insérer une date d'expiration du cookie. Donc, en mettant une date d'expiration du cookie, on va pouvoir dire que ce cookie-là, il est bon, exemple, pendant 6 mois, pendant 1 an. On va pouvoir faire ça. Puis, en mettant une valeur nulle, on pourra aussi détruire un cookie. Donc, si on regarde comment ça fonctionne, c'est assez simple en PHP. Vous, comme programmeur, quand quelqu'un vous demande une page web,
vous pouvez décider d'envoyer un cookie en même temps que la page web. Habituellement, il faut définir dans le haut de notre page web, en haut complètement, avant même d'avoir fait du PHP, c'est préférable de définir si on envoie un cookie à la personne qui nous demande une page web. Donc, la façon d'envoyer un cookie, c'est tout simplement la commande set cookie. Entre parenthèses, on va passer les paramètres qu'on a besoin pour notre cookie. Donc, dans l'exemple que vous avez dans les notes de cours, on se déclare une variable expire pour définir à quel moment notre cookie va être détruit. Ce qu'on va passer comme paramètre, c'est la durée en secondes du cookie. Donc, si, par exemple, on passait comme paramètre 1, ça veut dire que le cookie expirerait dans 1 seconde. Donc, c'est pour ça que souvent, on va utiliser les chiffres qui sont là. Donc, dans une année, vous avez 365 jours. Dans une journée, vous avez 24 heures. Puis, dans une heure, vous avez 3600 secondes. Donc, exemple, dans cet exemple-là, on multiplie 365 par 24 par 3600 secondes, ce qui va donner un cookie qui expire dans 1 an. Donc, important de retenir, c'est que ce qu'on va passer comme paramètre, c'est la durée du cookie en secondes. Par contre, la durée du cookie va dépendre d'une date qui a été déterminée. Nous, on travaille sous Linux. Donc, la date d'origine de Linux, c'est en 1969. Donc, si on envoie un cookie qui dure 1 an, puis la date d'origine du système est 1969, ça veut dire que le cookie va être expiré en 1970. Étant donné qu'on est en 2020, ben, le cookie va déjà être expiré quand on va le créer. Perfect. Donc, c'est pour ça que dans nos paramètres, première des choses, dans set cookie, on va y passer le nom de notre cookie. Dans cet exemple-là, le nom du cookie, c'est nickname. Le contenu du cookie, c'est Xeros. Ça, c'est le contenu du cookie qu'on va aller chercher, ben, qu'on va aller porter chez le client. Puis le troisième élément, c'est la date d'expiration. Donc, il faut toujours absolument ajouter la fonction time, parenthèse, parenthèse, qui est l'heure et la date présente, plus le temps de durée du cookie. Donc, dans ce cas-là, c'est time, parenthèse, parenthèse, plus signe de dollar expire, qui est la variable qui contient le nombre de secondes pour 1 an. Donc, dans la ligne qu'on voit ici dans les notes de cours, le cookie va durer 1 an. Perfect. Par contre, la personne qui demande une page web peut toujours refuser les cookies. Puis la personne qui demande une page web peut aussi aller faire du ménage dans son ordinateur puis supprimer les cookies. Donc, on n'est jamais garanti, si on envoie un cookie à quelqu'un qui nous demande une page web, si le cookie va toujours être présent quand la personne va redemander la page web. On ne peut pas se fier là-dessus. On peut envoyer un cookie, c'est un utilitaire, mais ce n'est pas quelque chose qui est certain. Donc, quand on envoie un cookie, ça ne sera pas des données importantes, ça va être des données, par exemple, pour améliorer l'apparence de la page web, dire à quel endroit la personne habite, envoyer le prénom de la personne ou la couleur préférée de la personne ou des données comme ça. Dans la plupart des sites web maintenant, en 2020, si on regarde un site comme Google, à chaque fois qu'on se connecte sur Google, il envoie toujours un paquet d'informations avec des cookies. Donc, c'est rare que si vous acceptez les cookies dans votre navigateur, c'est rare que votre section cookies va être vide. La plupart des sites web essayent toujours de vous envoyer un cookie. Dans certains pays, maintenant, on oblige les sites web à vous demander si vous acceptez les cookies. Donc, de plus en plus, on voit sur des sites web apparaître une petite fenêtre qui nous demande si on accepte les cookies. Donc, c'est à cause de certaines lois qui ont été passées dans certains pays qui obligent maintenant les pages web à demander à l'utilisateur s'il accepte les cookies. Donc, c'est pour ça qu'on voit ça de plus en plus dans les derniers mois, les dernières années, on voit souvent ça. Une fois qu'on a envoyé un cookie chez le client qui a demandé une page web, ben, éventuellement, quand la personne va revenir sur notre site web, elle va nous envoyer le cookie, s'il est encore présent, avec son contenu. Donc, on va pouvoir, à l'aide d'une variable d'environnement, aller chercher le contenu du cookie pour éventuellement le réutiliser. Donc, exemple, dans cet exemple-là, quand la personne revient sur le site web, on peut aller vérifier si le cookie est là et aller chercher son contenu. Dans ce cas-là, on fait tout simplement afficher « Bonjour » avec la variable d'environnement signe de dollar cookie en majuscule. Entre crochets ici, on va insérer le nom du cookie. Je répète, ce n'est pas le contenu, c'est le nom qu'on a donné à notre cookie.
on va aller chercher, dans le fond, signe de dollar cookie, variable d'environnement, qui devient comme un tableau généraliste, variable d'environnement. On va aller chercher le contenu de nickname, si le cookie nous a été envoyé quand il nous a demandé une page web. S'il est là, ben, on va afficher le contenu. Donc, ça afficherait tout simplement « Bonjour, Xeros », par Xeros, c'était le contenu du cookie. Donc, il afficherait tout simplement « Bonjour, espace, Xeros », le contenu du cookie. Donc, c'est assez facile à utiliser. Envoyer un cookie, c'est la fonction setCookie. On lui passe les paramètres. Puis, pour aller chercher le cookie, on fait tout simplement utiliser la variable d'environnement, signe de dollar majuscule cookie. Ça nous permet de faire ça. La plupart du temps, on va mettre ça dans un isSet ou dans un if pour vérifier si le cookie est présent. Si le cookie est présent, on va l'utiliser. Sinon, on ne l'utilisera pas. Normalement, si le cookie n'est pas présent, on va quand même faire afficher la page web parce que les gens ne sont pas obligés d'accepter les cookies. Donc, on n'a pas avantage à refuser l'affichage d'une page web si la personne n'a pas de cookies. Si c'est un site commercial, puis exemple, on veut vendre des choses en ligne, ben même si la personne n'a pas de cookies, on va quand même y présenter la page web. Fait que souvent, on va mettre ça dans le haut de la page, puis on va mettre ça dans un if. Puis si la personne n'a pas de cookies, on continue quand même d'afficher la page. Si la personne a un cookie, ben là, on va afficher quelque chose, on va utiliser le contenu du cookie pour afficher une page de façon différente. Exemple, la couleur de fond. Souvent, moi, j'allais sur un site web, puis selon ton équipe préférée, ben, tu peux faire afficher, par exemple, les couleurs de ton équipe préférée dans le fond de la page. Autre chose qu'on peut faire, bon, vous avez un autre exemple avec la lecture du cookie. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est assez simple. Une chose qu'on peut faire de temps en temps, c'est vouloir supprimer le cookie. Soit que notre cookie n'est plus à jour, ou soit qu'on veut modifier le contenu d'un cookie. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est envoyer tout simplement le nom du cookie. Ça va supprimer le cookie. Ou renvoyer une autre fois le même nom de cookie, mais avec une durée de vie qui est à 0. Donc, si le cookie a une date d'expiration dépassée, ben, ça va supprimer le cookie parce qu'il n'existera plus. Donc, c'est assez simple. Vous envoyez un cookie avec le même nom de cookie, soit en envoyant juste le nom de cookie, ou soit en envoyant une durée d'expiration, une date d'expiration dépassée. Mettons 0. Donc, 0 plus 0, ça fait que le cookie va déjà être expiré. Donc, ça, c'est la façon de supprimer les cookies. On va faire des exemples pour les cookies dans notre VM. Donc, petits exemples pour vous montrer comment ça fonctionne en réalité, les cookies. Run. Donc, on va faire comme à l'habitude. Je vais vous présenter le code, puis on va essayer de voir comment ça se passe dans le navigateur. Donc, première des choses, mes fichiers de cookies. Donc, j'ai 3 fichiers de cookies. En passant, ils sont disponibles dans les notes de cours. Je vous ai mis un fichier Word avec le code, comment j'ai fait pour créer les cookies, puis comment j'ai fait pour aller le lire par la suite. Donc, dans mon premier fichier, c'est tout simplement un petit formulaire dans lequel je vais demander à l'utilisateur de donner un contenu à mon cookie. Le nom de mon cookie, ça va être Monster. C'est un petit peu le principe du cookie Monster, là, ceux qui connaissent l'émission de télé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cookie qui va s'appeler Monster, puis je vais demander à l'utilisateur, dans un petit formulaire, de rentrer du contenu. On va appuyer sur le bouton « Envoyer », « Renvoyer », puis on va passer au deuxième fichier qui va créer mon cookie. Donc, on va aller tout de suite à la page d'accueil du cookie, ici. Donc, si on voit... Oh, j'ai pas été sur la bonne page. Sur la première page ici, donner le contenu du cookie Monster. C'est tout simplement un formulaire, il n'y a même pas de PHP là-dedans. Donc, notre cookie Monster, on va l'appeler dans les circonstances, par exemple, on va l'appeler COVID. Donc, il va créer un cookie Monster, ça va être le nom du cookie, qui va s'appeler COVID. On va aller voir le fichier qui nous permet de créer le cookie. Donc, c'est le cookie 1 ici. Quand on va remplir le formulaire, on va appuyer sur Envoyer. Il va appeler la page Cookie 1. Cookie 1, regardez où j'ai placé la création de mon cookie. Je l'ai placé complètement en haut, avant même d'avoir du HTML. Donc, très important, regardez, c'est en haut complètement de mon fichier, avant même mes entêtes de HTML, avant même qu'il y ait un envoi d'affichage à l'écran. Je vais tout simplement ici aller chercher le nom du cookie.
voir, je mets un petit A commercial parce que je ne sais pas s'il existe, donc je ne veux pas qu'il y ait de petites notices ou de petits warnings qui apparaissent. Puis ensuite de ça, je vais créer mon cookie. Je vais aller chercher ici ce que j'ai rentré dans le formulaire, dans NOM. Je vais le mettre dans ma variable signe de dollar cookie. Ensuite de ça, je vais créer mon cookie qui s'appelle Monster. Son contenu, ben, c'est ma variable, ce que je viens d'aller chercher dans le formulaire. Puis je regarde ici, sa date d'expiration, ça va être la date d'aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, plus 60 secondes. Donc, mon cookie ne durera pas longtemps. Après 60 secondes, si je vais chercher le contenu du cookie, il n'existera plus. Donc, je ne serai pas capable d'aller le chercher. Puis, tout simplement, dans ma page, ici, là, je vais tout simplement afficher la date d'aujourd'hui, puis je vais la faire afficher pour savoir c'est quoi l'heure puis la date d'aujourd'hui, pour savoir si le cookie a été... J'ai marqué une petite blague, là, cookie, mangez-le, puis je fais apparaître la date d'aujourd'hui. Ensuite de ça, je mets un lien vers la page précédente ou je mets un lien vers la seconde page qui va aller chercher le contenu du cookie qui va nous l'afficher. Donc, je vais aller voir la troisième page tout de suite, qui est ma page cookie2.php. Ma page cookie2.php, ben, je fais tout simplement un if A commercial pour pas qu'il y ait de petits warnings ou d'erreurs s'il n'existe pas. Je vais chercher Cookie Monster. Je regarde s'il existe. Après ça, je fais contenu du cookie trouvé. Puis, je fais un écho pour faire afficher le contenu du Cookie Monster. Dans notre cas, ça devrait être COVID. Sinon, je marque cookie non présent, déjà mangé. Puis, je mets un lien vers la première page. Donc, si le cookie n'est pas présent, il va aller dans le else, puis on va marquer cookie non présent, déjà mangé. Donc, le petit exercice qu'on va faire, on va cliquer sur envoyer. Pendant 60 secondes, le cookie va exister, donc je vais pouvoir aller voir son contenu. Puis on va attendre le petit 60 secondes. Après ça, on va retourner pour voir le contenu du cookie, puis on va voir qu'il ne sera pas là. Entre-temps, vous pouvez, avec votre navigateur, dans le cas où c'est Firefox, souvent aller dans les paramètres, puis aller voir le contenu des cookies. Il y a un raccourci clavier qui nous permet d'aller voir le contenu des cookies, on va le faire. Donc, si je clique sur renvoyer, dans Firefox, on nous dit que c'est majuscule F9. Ça nous permet d'aller voir les cookies. Donc, on va voir ici en bas, j'ai un cookie qui s'appelle Monster, qui s'appelle COVID, avec sa date d'expiration. Ici, je vais agrandir ma taille, la taille de l'élément. Oh, je ne suis pas capable d'agrandir la taille. OK, ici. On dit que sa durée, ça va être jusqu'à 15h25-34. Donc, dans quelques secondes, il n'existera plus. On va aller voir s'il existe encore. Contenu du cookie trouvé. Il s'appelle COVID. J'ai mis un lien vers la page numéro 1. Là, on va attendre quelques secondes. Normalement, après 60 secondes, le cookie devrait être expiré. Donc, je vais rafraîchir cette page-là et il ne devrait plus trouver le cookie. On va essayer. On va se croiser les doigts. On va essayer que ça fonctionne bien. Donc, après 60 secondes, je vais cliquer sur rafraîchissement. Je ne sais pas si ça fait déjà 60 secondes. Je n'ai pas compté les secondes dans ma tête. Donc, si je clique sur rafraîchissement, ça écrit cookie non présent, déjà mangé. Donc, après 60 secondes, le cookie a été expiré. Donc, regardez, il n'est pas effacé ici, sauf qu'il n'a pas été envoyé avec ma demande de page web. Donc, il est expiré. Donc, je peux aussi tout simplement aller supprimer tous les cookies qui sont là, faire le ménage dans mon navigateur Firefox pour séparer tous les cookies. Perfect. Donc, dernier petit, je retourne vers le lien cookie. Admettons, je me crée un cookie COVID-19. Je clique sur renvoyer. On vient de voir apparaître le cookie qui est ici. Si je clique vers le lien pour mon autre page pour aller lire les cookies, ça ne fait pas 60 secondes, donc il devrait exister. Contenu du cookie trouvé, ça écrit COVID-19. Puis si j'attends 60 secondes, on va rafraîchir ma page, puis le cookie devrait être expiré, donc il ne trouvera plus le cookie. Donc c'est une façon de détruire le cookie, envoyer soit une date qui est expirée. Dans mon cas, je n'aurai pas besoin de détruire mon cookie. Après 60 secondes, il va être automatiquement détruit. Donc, si on attend 60 secondes,
OK. Ça fait 60 secondes. Donc, le cookie n'est plus présent. Il est déjà mangé. Perfect. La plupart du temps, les sites web vont vous envoyer un cookie qui dure 6 mois ou qui dure 1 an. La plupart du temps. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre. Ça complète la partie sur les cookies. On va passer à la partie sur les variables sessions. Comme vous avez vu, les cookies, il ne faut pas mettre des données importantes là-dedans. Il ne faut pas mettre des mots de passe parce que c'est visible par tout le monde. Il ne faut pas mettre des données importantes. Souvent, c'est un petit utilitaire qui nous permet de, par exemple, garder en mémoire le surnom de la personne, le nom d'usager de la personne qui n'est pas secret habituellement. Des fois, ça peut être les couleurs préférées d'une personne pour afficher dans un site web. J'ai déjà une équipe qui faisait un site sur les bandes dessinées. Eux autres, ils demandaient dans une question, c'est quoi votre bande dessinée préférée? Puis selon la réponse que la personne donnait, ben, quand la personne revenait sur le site web, ben, elle affichait un fond d'écran, par exemple, des Simpsons. Si les Simpsons, c'était votre émission de bande dessinée préférée, ben, il y avait un fond d'écran sur les Simpsons selon ce qu'il y avait dans le cookie. Si, mettons, c'était, je ne sais pas, un autre dessin animé que vous préfériez, ben, c'était un autre fond d'écran qui apparaissait selon ce que vous aviez écrit dans le formulaire. On avait rempli un petit cookie pour ça. Par contre, quand on a besoin de faire quelque chose de sécurisé, donc là, vous n'avez pas le choix d'utiliser une autre chose que les cookies parce que les cookies, c'est vraiment pas sécurisé. C'est un petit utilitaire pour le fun. OK? Donc, on a besoin à ce moment-là des variables sessions. Les variables sessions, eux autres, au lieu d'être emmagasinées chez le client, les variables sessions vont être emmagasinées sur le serveur. Donc, notre serveur web a un endroit sur le serveur, il y a un endroit où il va garder le contenu de certaines variables qui vont pouvoir être utilisées dans d'autres pages web. Donc, une variable session, dans le fond, c'est un fichier qui est conservé sur le serveur qu'on va utiliser dans notre code pour créer des variables sessions. On va tout simplement insérer du contenu dans nos variables sessions. L'utilisateur ne pourra pas avoir accès au contenu de nos variables sessions. Ça veut dire que d'une page à l'autre, on va pouvoir transférer ce contenu-là. On va pouvoir l'utiliser d'une page à l'autre. Puis à ce moment-là, on va pouvoir sécuriser des sessions avec ça. Exemple, quand vous allez sur le site de votre banque ou de votre caisse populaire préférée pour faire des transactions en ligne, on n'a pas le choix d'avoir des sessions sécurisées. Donc, en plus d'avoir une connexion sécurisée, on va utiliser des variables sessions, par exemple, pour emmagasiner que vous êtes connecté avec votre mot de passe et votre nom d'usager. Votre mot de passe et votre nom d'usager, vous allez vérifier dans la base de données si la personne est vraiment correcte pour voir ces pages web-là. Si oui, vous allez créer des variables sessions. Donc, après avoir créé ces variables sessions-là, vous allez pouvoir les réutiliser pour sécuriser chacune des pages qui vont être présentées. Première des choses, il faut absolument, dans le haut de notre code, créer une session start. Donc, le session start va dire au serveur web qu'on veut démarrer une variable session. Donc, il va y avoir une session qui est partie. La plupart du temps, dans le fichier de configuration php.ini, il y a une durée de vie pour une variable session. Si quelqu'un, par exemple, se connecte à son site bancaire préféré, souvent, après 20 minutes, si la personne prend une pause, elle s'en va, puis elle ne touche pas à son ordinateur pendant une vingtaine de minutes, la session va être détruite, va être finie. Donc, la personne va être obligée de se reconnecter si elle veut faire des transactions bancaires à nouveau. C'est une question de sécurité pour pas que si vous en allez, quelqu'un d'autre puisse prendre votre place, mettons, après 20 minutes, s'il n'y a pas d'activité sur les demandes de page web. On peut aussi envoyer un signal dans notre page web pour détruire la session. Quand vous allez sur un site web sécurisé, souvent, vous allez avoir un bouton pour vous connecter. Vous allez avoir un bouton aussi de déconnexion pour faire en sorte d'obliger la session à être détruite. À ce moment-là, plus personne peut, même en rafraîchissant votre page, aller dans les pages web qui sont sécurisées. Donc, comment on utilise la variable session, même si c'est quelque chose de sécurisé, qui est quand même importante, c'est quand même assez simple. Donc, dans chacune de vos pages, vous allez écrire session start, parenthèse, parenthèse, qui va dire au serveur web que vous avez besoin d'utiliser des variables session existantes ou démarrer une nouvelle session. Pour détruire une variable session, c'est simple. Vous envoyez la fonction session destroy, parenthèse, parenthèse, puis ça va détruire tout simplement la variable session. Comment utiliser ensuite de ça les variables session qui existent? On peut tout simplement déclarer une variable session en
en utilisant le nom de la variable session, signe de dollar, souligné, session. Entre crochets, vous allez indiquer le nom de la variable session que vous voulez créer ou que vous avez déjà créé et que vous voulez utiliser. Ensuite de ça, vous pouvez envoyer du contenu dans une variable session comme ça. On pourrait à la limite même envoyer des tableaux complets dans une variable session. La variable session qui est elle-même un tableau général. On pourrait aussi envoyer des tableaux dans un tableau. Ça commence à être un peu plus complexe, mais ça pourrait être utile dans certaines circonstances. Idéalement, ne pas envoyer, exemple, les mots de passe directement dans une variable session. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier si le mot de passe existe. Si oui, vous allez envoyer quelque chose dans la variable session que vous allez vérifier de page en page si, par exemple, la variable session est égale à true ou est égale à bonjour. Vous allez permettre d'afficher certaines choses. Sinon, vous allez refuser, puis vous allez ramener une page d'accueil ou quelque chose dans ce style-là. Donc, la variable session, pour l'utiliser d'une page à l'autre, ça prend absolument au début du code un session start. Pendant la page, peu importe où, vous pouvez utiliser signe de dollar session, puis soit envoyer du contenu ou soit aller chercher le contenu, comme on le fait ici avec signe de dollar session. Puis ensuite de ça, quand vous avez terminé d'utiliser la session, il faudra envoyer un session destroy pour terminer la session. Donc, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Par contre, vous pouvez automatiser le démarrage des variables session. Donc, session start, vous pourriez le mettre égal à 1. Ça ferait en sorte que sur chacune de vos pages, le session start serait automatisé, serait démarré. Sauf que dans le cadre de nos pages à nous autres, je vais vous demander de prendre l'habitude d'aller placer un session start dans le haut de chacun de vos fichiers pour utiliser les variables session. Puis ensuite de ça, vous avez tout simplement à utiliser une variable session, envoyer du contenu ou aller lire son contenu. Donc, c'est assez simple à utiliser. On va aller vous montrer quelques exemples. Dans ma machine virtuelle, vous allez voir, l'exemple n'est pas vraiment complexe. Il n'est pas vraiment complexe. Je vais tout simplement ici, regardez, on va effacer les cookies. On va fermer la partie qui est là. On va aller voir le fichier pour les variables session. C'est quand même assez simple, mais c'est quand même efficace pour la sécurité des pages web. Quand vous allez avoir une partie administrateur sur votre site web, je vais vous demander de sécuriser la partie administrateur de votre site web. Donc, on va aller dans les S, session. Je vais commencer avec la page 1. La première page, tout ce qu'elle va faire, si vous regardez en haut, j'ai un session start dans mon code qui va démarrer la session. J'ai une variable signe de dollar souligné session qui s'appelle équipe. Ce que je vais mettre dans ma variable session équipe, je vais écrire ici une chaîne de caractères. Vive les Steelers. OK? Ensuite de ça, je vais mettre un lien vers ma deuxième page. La variable session va être créée sur le serveur. Ma deuxième page, je vais aller lire la variable session. Je regarde si ma variable session existe. Je vais afficher la variable session. Puis, je vais mettre un lien vers la troisième page. Sinon, je marque variable session inexistante. Ensuite de ça, dans ma troisième page, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ma session. Donc, si on regarde le code ici, tout simplement, je fais un session destroy, puis je marque tout simplement session détruite, merci. Je fais des liens vers mes autres pages. On va regarder le résultat de ma variable session. Donc, si je vais sur ma première page, variable session équipe créée. Perfect. Donc, ma variable session équipe devrait être créée. Si je clique sur page suivante, je vois tout simplement que ma variable session Vive les Steelers existe. Perfect. OK? Si je clique sur la page suivante, qui va fermer ma session, devrait détruire ma session. Session détruite, merci. Si je retourne à ma page cookie 2, cookie non présent. Non, pas ma page cookie 2, je devrais aller sur ma variable session 2, excusez-moi. Session 2, variable session inexistante. Donc, elle n'existe plus, je l'ai vraiment détruite. Une autre façon de détruire une variable session, vous allez voir, c'est en fermant le navigateur. Donc, je vais retourner à ma page 1. On va créer la variable équipe créée. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon navigateur,
assurez-vous qu'il n'y a pas un navigateur qui roule en arrière-plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir mon navigateur. Ça, c'est un exercice que je fais des fois pour vérifier vos variables session. Je vais réouvrir le navigateur. Et je vais aller directement à la page 2 de mes variables session. Donc, en fermant le navigateur, ça devrait avoir détruit ma session. Donc, on va aller voir si la variable session est toujours existante. Session 2. Variable session inexistante. Donc, en fermant le navigateur, ça a automatiquement détruit ma session. Donc, deux façons de détruire notre session. C'est tout simplement en utilisant Session Destroy. Aussi, ça peut être en utilisant, en fermant le navigateur ou en attendant un certain nombre de temps. Dans le fichier php.ini, il y a la configuration pour être capable, par exemple, de détruire la variable session. Si, vous pouvez aussi utiliser les cookies. Les cookies dans une variable session, ça va tout simplement donner un numéro de session. Puis ça va envoyer ça sur le navigateur. Donc, si je vais à ma page numéro 1, on va aller voir. Session 1, variable session équipe créée. Si je vais voir avec majuscule F9, si j'ai un cookie qui est apparu, qui me vient de 127, regardez, j'ai un cookie qui est apparu, qui s'appelle PHP Session ID MERS, parce que j'ai changé dans mon fichier de configuration. Regardez la valeur de mon cookie. C'est un numéro de session qui ne veut pas dire grand-chose pour nous autres. Regardez la longueur du numéro de session, puis avec une date d'expiration selon la durée de la session. Donc, ce n'est pas obligatoire. Dans la configuration du php.ini.config, on peut décider de ne pas mettre les cookies. Mais le cookie ne contient pas d'informations importantes sur la session. C'est juste un numéro de session qui est envoyé chez le client. Puis si le client n'accepte pas les cookies, la variable session va quand même pouvoir fonctionner. Vers l'infini et plus loin encore. Donc, je termine là-dessus. Je vais aller vous montrer le fichier de configuration de PHP. Perfect. Dans lequel on va aller changer quelques petites informations concernant les variables session et les cookies. Donc, si je vais... Non, je me suis trompé. Si je vais à la racine de ETC, dans ETC, je vais aller dans PHP pour aller chercher le fichier de configuration de PHP. A few moments later. PHP ici. Je vais dans mon fichier de configuration php.ini. Non, php.ini, je me suis trompé. Je vais l'ouvrir dans mon éditeur de texte. Là, vous avez le fichier php.ini. On va chercher cookie. Regardez dans mes cookies. Vous avez une valeur limite pour l'exécution des cookies. Vous avez différentes choses qu'on peut faire ici avec les cookies. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec les cookies. Vous avez le display erreur. On va chercher ici session. OK. Vous avez une session, vous avez une section dans le fichier de configuration qui s'appelle Session. Vous avez ici où on sauve les sessions dans un fichier. Si on descend un petit peu, tout ce qui est en point-virgule, c'est des commentaires. Donc, on peut descendre ici. Vous avez Session Use Cookie, qui est à True, qui est à 1. Si vous ne voulez pas que vos sessions créent un cookie avec un numéro de session, vous pouvez le mettre ici à False, le mettre à 0. Vous avez aussi ici le nom de la session, Session Name. Dans mon cas, j'ai rajouté un petit MERS pour voir si ça fonctionnait, si c'était capable de créer des variables session avec MERS. Session Auto Start, il est à 0. Mettons que vous avez un site web sur un serveur, puis vous voulez que chacune des pages, il y ait un Session Start qui se fasse automatiquement. On pourrait changer la ligne de code ici pour faire en sorte que, au lieu de mettre 0 pour Session Auto Start, on pourrait le mettre tout simplement à 1. Ça ferait en sorte que sur toutes les pages web, les variables session seraient démarrées automatiquement. Vous avez la durée de vie de la session aussi, qui peut varier là, selon la configuration de votre navigateur. Donc, puis ici, la configuration que vous avez dans php.ini.
Vous avez max lifetime. Ici, probablement que c'est en secondes. Donc, c'est 1440 secondes. Il faudrait compter combien que ça donne en minutes. Je pense que ça donne à peu près une vingtaine de minutes pour que la durée de vie maximum de notre session. Si jamais il n'y a pas d'interaction, entre le navigateur du client puis le serveur web, dont la session va se terminer comme ça. Donc, il y a quelques petites lignes comme ça que vous pouvez utiliser pour aller changer la configuration des variables sessions sur votre serveur web dans le fichier php.ini. Nom de Zeus! On va y aller avec une troisième partie. La troisième partie, ça va être l'orienté objet en PHP. Donc, je fais un petit peu de blabla, un petit peu de théorie sur l'orienté objet en PHP. Dans votre premier TP, travail pratique, qui va compter pour 5% de la session, il n'y aura pas officiellement d'exercice sur l'orienté objet, mais ça va quand même être de la matière à examen. Bon, on va commencer avec la partie orienté objet en PHP. Donc, en PHP, c'est possible de faire de l'orienté objet. Pour faire de l'orienté objet, il faut avoir des notions d'orienté objet, évidemment. Votre génération, je pense que vous avez appris à programmer en orienté objet déjà dans votre première année au cégep. Moi, il a fallu que je l'apprenne en cours de route. Donc, en PHP orienté objet, c'est un petit peu la même chose que dans tous les autres langages. Donc, on va rester quand même, comme c'est écrit dans le texte qui est ici. En passant, les notes de cours ont été faites par un de mes anciens étudiants qui a fait un stage sur le PHP en orienté objet. Donc, j'ai eu sa permission d'utiliser ses notes de cours. All right. Donc, en orienté objet, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un objet dans lequel on va mettre des interactions, quelque chose qui se passe. Puis, à un moment donné, dans notre code, on va tout simplement se déclarer un nouvel objet de cette classe-là. Donc, première des choses, programmer l'objet. Donc, quand on utilise, par exemple, la librairie GD, c'est quelqu'un pour nous autres qui a programmé un objet de la librairie GD. Quand on utilise, par exemple, une variable d'un tel type, c'est quelqu'un pour nous autres qui a programmé une classe de cet objet-là. Puis après ça, nous autres, dans notre code, on l'utilise. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est se créer nos propres objets. Donc, dans l'exemple que vous avez ici, on va se créer, par exemple, une classe qui s'appelle ma classe. Donc, tout ça, c'est dans des balises PHP. La plupart du temps, on va mettre ça dans un autre fichier. On va faire un include de ce fichier-là pour pouvoir utiliser les objets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déclarer un objet, par exemple, classe ma classe. Puis après ça, on va pouvoir se déclarer un nouvel objet qui va contenir toutes les particularités de ma classe. Donc, c'est ma petite introduction pour l'orienté objet. Donc, en PHP, on peut tout simplement, là, avec les balises PHP, se déclarer une classe comme ça, ma classe. Puis un petit peu plus loin, ou dans un autre fichier, on pourrait, par exemple, faire un include de ce fichier-là. Puis tout simplement, ici, se déclarer, par exemple, ici, on a une classe téléviseur en PHP. Donc, tous les exemples que dans ces notes de cours-là, on rapporte souvent avec les téléviseurs. Perfect. Donc, vous ne le cacherez pas que ça fait des exemples qui ne sont pas très concrets, mais ça nous permet de comprendre comment fonctionne l'orienté objet en PHP. Donc, vous avez une classe téléviseur ici, où vous avez des variables. Des variables, par exemple, vous avez une variable dimension pour la dimension du téléviseur. Le canal, ça a rapport avec les vieilles télés où on mettait ça sur un poste de télé, par exemple, le canal. Vous avez le volume, par exemple, qui est à 0. Quand on ouvre le téléviseur, si le volume est à 100, peut-être que ça ferait mal à nos oreilles. Donc, vous avez un volume qui est à 0. Puis, vous pouvez, par exemple, une variable qui est la télé, est-ce qu'elle est allumée ou elle n'est pas allumée. Vous avez différentes fonctions. Une fonction pour changer, par exemple, le poste, changer le canal. Vous avez une fonction pour monter le volume, baisser le volume. Vous avez une fonction bouton power qui vont inverser l'état, par exemple, de la télé. Si la télé est fermée, quand on pèse sur power, ça l'ouvre. Si la télé est ouverte, quand on pèse sur power, ça la ferme. Donc, ça va faire l'inverse. Donc, vous avez une classe téléviseur qui est ici. On imagine qu'on l'aurait programmé dans un fichier quelconque. OK? Puis, à un moment donné, on va appeler ce fichier-là pour avoir, par exemple, ma classe téléviseur, pouvoir l'utiliser. Bon, une fois qu'on a créé, par exemple, une classe téléviseur comme ça, comment on fait pour l'utiliser dans notre code? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier, par exemple, un nouvel objet. Là, je ne lis pas tout le texte qui est dans les notes de cours. Là, vous pouvez prendre le temps plus de regarder ce qui est dans les notes de cours pour mieux comprendre. Mais par exemple, je me déclare une variable avec le fameux petit signe de dollar en PHP que j'appelle mon téléviseur. Mon téléviseur va être égal à, le mot magique, c'est new. New téléviseur, ça va faire en sorte que je me déclare un nouvel objet, une nouvelle variable qui s'appelle mon téléviseur, qui va avoir toutes les particularités
de ma classe téléviseur que j'ai programmée ici, dans la page précédente. Je me suis déclaré une classe téléviseur. Puis dans mon code à moi, ce que je fais, c'est que je me déclare une nouvelle variable qui va être égale à new, un nouvel objet qui va avoir toutes les caractéristiques de téléviseur que j'ai programmé un petit peu plus haut. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez fait du CDI, vous avez sûrement déjà utilisé les classes, puis déjà eu appel à déclarer des nouveaux objets comme ça. OK? Quand on a ceux qui ont fait le laboratoire ou qui ont utilisé, par exemple, qui ont utilisé pas le Tiny MCE, mais le CK éditeur, mais le CK éditeur, dans le code, on avait un new CK éditeur. Ce n'est pas nous autres qui avions programmé le code du CK éditeur, mais on utilisait new CK éditeur pour se déclarer un nouvel objet qui avait toutes les caractéristiques du CK éditeur. Dans ce cas-là, c'est nous autres qui avons programmé, par exemple, la fonction, ici la classe téléviseur, avec ses variables puis avec ses fonctions à l'intérieur. Puis à un moment donné, dans notre code, on en a besoin. Donc, on se déclare un nouveau téléviseur, puis on met ça, ça va être toutes les caractéristiques de la variable mon téléviseur. Ensuite de ça, il faut accéder aux attributs de l'objet. Il faut l'utiliser. Donc, par exemple, ce qu'on va utiliser ici, le nom de l'instance, tiret plus grand que le nom de l'attribut. Bon, rien de mieux qu'un bon exemple. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se déclare mon téléviseur, qui est un new téléviseur. Puis ensuite de ça, mon téléviseur, tiret plus grand que, on lui donne une dimension qui est égale à 60. Imaginons que c'est en pouces. Au Québec, la dimension des téléviseurs est encore en pouces. Donc, on va faire signe de dollar, mon téléviseur, on va lui donner la caractéristique de sa dimension qui est 60. Ensuite de ça, nous autres, en PHP, on va faire tout simplement un petit écho pour l'envoyer à l'écran. Puis on va dire l'écran mesure, point, pour concaténer, mon téléviseur tiret plus grand que, dimension, concaténé en PO pour les pouces. Donc, il devrait afficher tout simplement l'écran mesure 60 PO pour 60 pouces. Donc, ça va tout simplement afficher la caractéristique de mon téléviseur. Dans l'exemple suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déclarer plusieurs téléviseurs. Mettons ici, moi, à la maison, j'ai plusieurs téléviseurs. Donc, j'ai mon téléviseur qui va être un new téléviseur. J'ai mon autre téléviseur qui va être encore une fois les mêmes caractéristiques. Puis j'ai un troisième téléviseur. Donc, je me suis déclaré 3 téléviseurs pour ma maison. Donc, avec j'appelle tout le temps le même objet, new, téléviseur. Donc, il va avoir les caractéristiques d'un téléviseur. Ici, ce que je vais faire, c'est mon téléviseur allume égale à true. Donc, c'est comme si j'allume ma télé. Donc, il va appeler ma fonction power, puis il va être capable d'allumer mon téléviseur. Tout ça, c'est transparent pour moi. Mon troisième téléviseur, je l'allume aussi. Remarquez, je n'ai pas allumé le deuxième téléviseur. Donc, je pourrais tout simplement faire un écho pour vérifier si ma première télé est allumée. Donc, le résultat, ça serait true. Ça afficherait probablement 1. Mon deuxième téléviseur, je ne l'ai pas allumé. Donc, ça afficherait false. Donc, ça afficherait 0. Donc, mon troisième téléviseur, lui, je l'ai allumé. Donc, ça afficherait true. Ça afficherait 1. Perfect. Encore mieux comme ça, mettons que j'ai plein de téléviseurs. Ce n'est pas mon cas chez moi, je n'ai pas 5 téléviseurs, mais je pourrais faire un for, faire une boucle, puis me déclarer un tableau ici, puis déclarer un tableau de téléviseurs. Donc, ça serait possible de le faire. Puis pour chacun des téléviseurs, je pourrais les allumer. Donc, c'est un exemple un peu bizarre. Je passe rapidement dessus, mais ça pourrait me permettre d'ouvrir des téléviseurs comme ça, puis me déclarer un tableau de téléviseurs. Les méthodes. Ensuite de ça, on va utiliser les méthodes. Pour appeler une méthode d'un objet, la syntaxe est pratiquement la même que pour les attributs. Donc, mettons, on va utiliser notre nom de variable qu'on s'est créé. Tiret, ça fait comme une flèche vers la droite. Tiret plus grand que. Puis le nom de la méthode. Donc, quoi de mieux qu'un bon exemple pour voir comment utiliser une méthode. Donc, ici, par exemple, j'ai la classe téléviseur et j'ai ma fonction bouton power. Donc, dans ma fonction bouton power, ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis en jaune ici, c'est le signe de $10. 10, c'est réservé ici dans l'objet pour faire en sorte que lui-même, il va faire une action sur lui-même. Pourquoi on met signe de $10? Parce que quand on déclare la classe téléviseur, on ne sait pas ça va être quoi le nom de la variable. Parce que la variable, tantôt, je me suis déclaré mon téléviseur 1, mon téléviseur 2, mon téléviseur 3, mais on ne sait pas à l'avance, la personne, mais le programmeur, comment il va appeler sa variable.
Donc, on utilise l'espèce d'éperluette qui est là, comme signe de $10, ça veut dire la variable qu'on utilise présentement, on fait allume est égal à l'inverse de 10. Donc, il va faire l'inverse. Donc, si la télé est allumée, il va la fermer. Si elle est fermée, il va l'allumer. Donc, ce petit bout de code-là, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, mais au moins comprendre ce que ça fait. Il faut se retenir que le signe de $10, ça fait que sur lui-même, sur le nom de la variable, ben, il va faire l'inverse. Donc, je l'ai mis en jaune ici pour le retenir. Puis j'ai mis une flèche pour aller voir un petit peu plus bas comment on va l'utiliser. Donc, vous avez ici, par exemple, mon téléviseur, new téléviseur. Mon téléviseur allume est égal à false. Puis j'ai mon téléviseur ici. Je fais tirer plus grand. Puis j'appelle la fonction bouton power. Donc, bouton power, il est ici. Puis il va faire l'inverse de ce qui était déjà au début. Donc, s'il est allumé, il va fermer. S'il était fermé, il va allumer. Puis là, je fais afficher le résultat. On va faire des exemples concrets tout à l'heure dans ma machine virtuelle. Donc, vous savez, on dit que le signe de $10, comme ça, dans ma bouton Power, donc, il va rediriger sur lui-même selon le nom de la variable parce qu'on ne connaît pas. Quand on écrit la classe ici, là, on ne connaît pas encore le nom de la variable. Donc, on utilise signe de $10 pour remplacer le nom de la variable qui est inconnu à ce moment-là. Dans mon code, ici, j'ai la fonction bouton Power. Ici, par exemple, je mets mon téléviseur allume est égal à l'inverse de mon téléviseur allume. Donc, je ne peux pas utiliser signe de $, mon téléviseur, parce que je ne le connais pas. Donc, c'est pour ça que dans ma fonction ici, j'utilise 10 que j'ai mis en jaune. Donc, il faut essayer de comprendre un petit peu le fait que quand j'écris mon code, je ne connais pas à l'avance le nom des variables que la personne va utiliser dans son code. Donc, j'utilise l'éperluette 10 qui est là. Donc, vous avez cet exemple-là. Je descends un petit peu plus bas. Vous pouvez utiliser, par exemple, une fonction aussi qui va permettre de changer le poste, changer le canal désiré. Donc, si j'appelle ma fonction, j'ai une fonction qui s'appelle syntoniser, qui reçoit en paramètre une variable. Donc, quand je vais appeler cette fonction-là, je vais lui passer un paramètre. Je vais dire, je vais aller au poste numéro 33, par exemple. Puis là, 10, encore une fois, l'éperluette qui ne sait pas le nom de la variable, il dit, je vais mettre la variable canal égale à ce que j'ai reçu en paramètre, canal désiré. Donc, ça va faire en sorte que je suis capable de changer le poste de ma télé dans ce petit bout de code-là. Donc, de la façon que je l'utilise ici, je pourrais tout simplement lui passer ici, canal désiré est égal à 3. Donc, par défaut, il pourrait être égal à 3. Les vieilles télés, quand on les ouvrait, par défaut, pour mettre, par exemple, une console de jeux vidéo, il fallait le mettre au poste numéro 3. C'est un petit peu pour ça que ce vieil exemple-là qui est là. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Les constructeurs, un moment donné, ça avait disparu dans les versions il y a 2-3 ans. Mais non, personne ne les comprend les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Mais depuis la version 7 de PHP, c'est revenu. Donc, un constructeur, signe de $ construct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me déclare un nouvel objet, il va aller dans la classe, puis il va effectuer cette fonction-là avant même que j'ai écrit une ligne de code. Ben, j'exagère un petit peu, là. J'ai écrit une ligne de code avec new, mon téléviseur, par exemple, téléviseur. Puis ça, c'est la classe qui va être faite au moment où je crée mon nouvel objet. Donc, si je crée un objet, mon 8e téléviseur, ben, il va aller faire ce qu'il y a dans les accolades qu'il y a là. Donc, par exemple, ici, fonction construct, il va aller mettre la dimension à 60 par défaut. Donc, ma nouvelle variable que je me suis créée, il va aller mettre dans la dimension 60. Donc, la fonction construct, c'est une fonction qui va être faite à la création d'un objet. Dans le même ordre d'idée, un petit peu plus bas, regarde, vous avez un exemple ici, fonction construct, qui met une dimension, puis qui va allumer la télé, etc. Là, j'ai mis un X là-dessus parce que ça, c'est déprécié depuis la version 7. J'ai la fonction destructeur. Donc, si par exemple, je détruis un objet dans mon code, ben, avant de le détruire, il va aller faire ce qu'il y a dans les accolades ici. Donc, dans ce cas-là, dans ma fonction destruct, souligné, underscore destruct, parenthèse, parenthèse, il va aller afficher destruction R. Donc, c'est ce qu'il va faire ici à cet endroit-là. C'est un exemple un peu bizarre, mais c'est quand même un exemple qui nous démontre que quand on se déclare une classe, on peut avoir une fonction construct c'est le code qui va s'effectuer quand on se déclare un nouvel objet. Puis j'ai ma fonction destruct, c'est le code qui va s'effectuer quand je vais détruire mon objet. Donc, juste avant de le détruire officiellement, en mémoire, il va aller faire le code qui est là. Donc, ça, c'est l'exemple du destruct.
Vous avez, par exemple, des constantes d'attributs, des méthodes statiques. Donc, l'utilisation du mot-clé statique lors de la définition d'un attribut ou d'une méthode permet de mettre cette information fonctionnalité, je l'ai mis en jaune ici, disponible sans avoir à instancier un objet. Donc, quand vous avez, par exemple, ici, là, l'utilisation du mot statique, donc ici, par exemple, j'ai statique, une fonction méthode statique, donc ça va s'effectuer même si je n'ai pas déclaré d'objet. Donc, j'ai la classe 1 ici, puis j'ai une fonction qui existe sans instance. Donc, c'est possible de faire ça. Il y a plusieurs types, par exemple, une référence, une méthode ou un attribut de la classe et non sa concrétisation en tant qu'objet. Donc, ça existe déjà, même si on n'a pas créé d'objet qui venait de cette constante-là. Vous avez des constantes qui sont ici. Par exemple, on peut avoir une classe O. Il y a des constantes, ça veut dire que c'est des variables qui ne bougeront pas. Point de congélation, mais en Celsius, toujours 0. Point d'ébullition en Celsius, pour l'eau en tout cas, c'est toujours 100. Donc, c'est une classe O. Donc, ça, c'est des constantes qui ne bougeront pas. Donc, on peut se déclarer des variables de type constante aussi, qui ne vont pas changer pendant l'utilisation de cette classe-là. Donc, si je me déclare une variable et que j'utilise l'eau, bien, je vais toujours pouvoir utiliser le point d'ébullition qui est égal à 100. Donc, si je fais un petit écho de O, 2 points, point d'ébullition, le résultat, ça va être 100 parce qu'il ne bouge pas, c'est une constante. Perfect. On change de sujet. Encore une fois, dans l'orienté objet, il y a une fonction qui s'appelle l'héritage. Bon, l'héritage, on n'aura pas besoin d'utiliser ça dans nos cours. Si je vous pose des questions là-dessus à l'examen, c'est sûr que je vais vous donner du code, je vais vous demander juste de le comprendre. Je ne vous demanderai pas de le programmer tel quel. Mais la notion d'héritage, ça veut dire qu'on peut se déclarer une classe que je ne pourrais pas appeler. Donc, ça va être une classe, mettons, que je vais pouvoir appeler, mais qui va hériter des caractéristiques d'une autre classe. Bon, là, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas vraiment compréhensible. Là. Exemple. Moi, c'est un exemple qui me parle parce que moi, ici, par exemple, ici dans mon sol, j'ai un projecteur. Donc, on a déclaré tout à l'heure la classe téléviseur, mais ici, on se déclare une classe projecteur LCD. Donc, j'ai un projecteur qui va hériter un petit peu ici, c'est pour ça qu'on parle d'héritage, des caractéristiques d'un téléviseur. Donc, un projecteur, par exemple, que je mets dans mon sous-sol ici, qu'on met dans une classe au cégep, ben, va hériter souvent des caractéristiques d'un téléviseur. Ce n'est pas un téléviseur, mais par contre, il va avoir les caractéristiques d'un téléviseur, plus d'autres choses. Donc, ici, si je me déclare une classe projecteur LCD, extend, le mot-clé, c'est extend, qui va hériter de tout ce qu'il y a dans un téléviseur. Donc, par exemple, changer de poste, peser sur Power, des choses comme ça. Ça va hériter de tout ce qu'il y a dans le téléviseur. Mais en plus, par exemple, je vais avoir une durée de lampe. Je vais avoir une intensité lumineuse, qu'il n'y a peut-être pas sur une télé normale. Intensité plus, intensité moins. Je peux augmenter, diminuer l'intensité. Je vais avoir des fonctions là-dessus. Donc, si je me déclare une nouvelle variable projecteur dans mon code, qui est un nouvel objet qui vient de projecteur LCD, donc, je vais avoir dans ma nouvelle variable, signe de dollar projecteur, tout ce qu'il y a dans le projecteur LCD. Regardez, je le mets en gris ici. Mais en plus, étant donné qu'il hérite de téléviseur, il va hériter de tout ce qu'il y a dans la classe téléviseur aussi. Donc, l'héritage, ça fait en sorte que je peux me déclarer une classe, puis au lieu de tout répéter, copier-coller ce qu'il y avait dans le téléviseur en bas, puis le mettre dans le projecteur LCD, donc, c'est le but du orienté objet, c'est de ne pas répéter le code. Donc, on va hériter de ce qu'il y avait dans la classe téléviseur. Donc, c'est une façon de ne pas répéter le code, de ne pas faire du copier-coller dans nos classes, d'hériter de ce qui existait déjà dans une classe existante. Donc, l'héritage consiste à utiliser ce qui a déjà été programmé, puis pour ne pas être obligé de le reprogrammer dans une nouvelle classe. Donc, c'est ça le but de l'héritage. Je m'étais trompé un petit peu. Vous avez un exemple. Ici, le projecteur, on peut peser sur le bouton Power, même si on n'a pas déclaré de bouton Power dans le projecteur LCD, parce qu'il hérite de téléviseur, puis téléviseur, lui, il avait un bouton Power. Donc, ça fonctionne comme ça. Je continue un petit peu plus bas ici. Vous avez ici un petit peu plus bas les classes abstraites. Donc, les classes abstraites, c'est quoi? C'est une classe fantôme. Vous déclarez abstract class, le nom de la classe. C'est une classe fantôme
qu'on ne pourra pas utiliser. Donc, je ne pourrais pas l'utiliser, mais par contre, cette classe fantôme-là, une autre classe pourrait hériter des caractéristiques de cette classe fantôme-là. Donc, vous avez ici, par exemple, je me déclare une classe abstraite, puis je me déclare, par exemple, plus loin, ici, une classe concrète. Par contre, ma classe concrète, elle a extend, j'attire votre attention sur le extend, va hériter de toutes les caractéristiques de ma classe abstraite. Donc, toutes les caractéristiques qui sont ici dans ma classe abstraite, ma classe concrète va en hériter. Donc, dans mon code, j'essaie de me déclarer, par exemple, une nouvelle variable, new, classe abstraite. Non, la classe abstraite est abstraite. Elle n'est pas visible. C'est comme une classe fantôme, on ne la voit pas. Donc, ça va me générer une erreur dans mon code parce qu'il ne la voit pas. Par contre, je peux me déclarer une nouvelle variable, new classe concrète. Elle existe parce que c'est une classe concrète, puis elle hérite de toutes les caractéristiques de ma classe abstraite. Tout ça. Donc, c'est comme ça que je vais utiliser ma classe abstraite. C'est que je ne pourrais pas l'utiliser directement ici en me déclarant un nouvel objet classe abstraite. Ça va me générer une erreur parce que c'est comme si c'était invisible. Par contre, si je me déclare classe concrète ici, puis il y a extend qui hérite de tout ce qui est de ma classe abstraite, bien, je vais pouvoir utiliser le code, dans le fond, qui est dans ma classe abstraite à cause de l'héritage de ma classe concrète qui est ici. Donc, ça, c'est une façon de voir l'héritage en plus d'utiliser des classes abstraites qu'on ne peut pas utiliser directement, mais qu'on peut utiliser indirectement avec une classe comme ça qui hérite de ma classe abstraite qui est invisible normalement. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on parlait de la visibilité. J'insiste pas plus qu'il faut là-dessus. Il y a des types de visibilité. Là, il y a public, ça veut dire que tout le monde peut y accéder. Il y a protégé, protected, puis private, qu'on peut utiliser juste d'un certain endroit dans notre code. Donc, je passe rapidement là-dessus. Je ne vous poserai pas de questions à l'examen là-dessus, c'est sûr et certain. On peut aussi comparer des objets qu'on s'est créés. Donc, comme par ici, on se déclare un objet 1 et un objet 2. On les compare ensemble. On vient de les créer. Donc, ils n'ont aucune différence, sont parfaitement identiques. Donc, ça va être égal. Par contre, si je change quelque chose dans une de mes classes, ici, il y en a un qui c'est Bob, son nom, puis l'autre, c'est Bob avec un B minuscule. Donc, maintenant, mes deux classes ne seront plus égales. Pour que deux objets que je me suis créés soient parfaitement égales, il faut que toutes les variables à l'intérieur, que toutes les fonctions qui ont été utilisées donnent le même résultat, puis les variables soient identiques. Donc, pour que deux objets soient parfaitement identiques, il faut que tout à l'intérieur soit identique. Quand je viens de les créer, ils sont parfaitement identiques, donc ils peuvent être égaux. Mais si je change quelque chose à l'intérieur, donc là, à ce moment-là, ils ne sont plus égaux. Perfect. Ça, je vais faire des exemples là-dessus. Puis vous avez un paquet de fonctions qui sont relatives aux classes objets. Donc, vous avez un petit imprimé ici là, qui est là, qui retourne différentes fonctions. Donc, étant donné que ce n'est pas un cours d'orienté objet officiellement, c'était juste une petite introduction pour vous montrer que ça existait. Donc, je ne vais pas poser de questions là-dessus à l'examen. Je vais vous demander simplement de faire le minimum que vous pouvez faire, ce que je vais faire comme exemple ici, là, dans ma machine virtuelle. À ce moment-là, c'est le minimum que je vais vous demander de connaître, évidemment, pour l'examen. Donc, merci à Dave Letourneau qui avait créé ces notes de cours-là il y a plusieurs années que j'utilise encore. Donc, on va faire un exemple concret dans ma machine virtuelle. Bon, on y va avec la démonstration pour l'orienté objet. J'ai ouvert ma machine virtuelle. Dans ma machine virtuelle, je me suis ouvert un éditeur de texte. J'ai ouvert aussi le fameux Nautilus en mode administrateur. Donc, je vais aller à la racine de mon site web. À la racine de mon site web, j'ai mes exercices PHP. Dans mes exercices PHP, j'ai un fichier en passant, les deux fichiers que je vais utiliser pour ma démonstration du orienté objet, vous les avez dans les notes de cours. Les notes de cours, évidemment, qui sont disponibles sur Léa. Donc, vous allez pouvoir aller sur Léa pour voir les notes de cours. Donc, si je cherche mon fichier objet. Run. OK, c'est dans un dossier qui s'appelle objet. Dans mon dossier objet,
J'ai objet 1 puis j'ai objet télé. Donc, je vais ouvrir les deux fichiers pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. OK. Donc, on va regarder un petit peu le code. Je vous rappelle pour la deuxième fois que ce code-là, il est dans mes notes de cours. Donc, vous pouvez aller le chercher. J'ai mon fichier de base ici, dans lequel je vais faire mes petits tests. Je vais me déclarer des nouveaux objets, téléviseurs, etc., un peu comme on a vu dans les notes de cours. Remarquez au début, ici, je commence mon code PHP. Je fais un include de objet souligné tv.php. Donc, toutes mes classes, je les ai mis dans ce fichier-là. En partant mon fichier, je fais un include. Je vais chercher le contenu de ce fichier-là pour pouvoir utiliser mes classes. Donc, on va commencer par regarder le fichier objet.tv.php qui contient mes classes. Donc, objet.tv.php. J'ai déclaré ici du code PHP. Je commence avec ma classe téléviseur. Je me suis déclaré une classe téléviseur comme dans les notes de cours qui va faire tout ça ici comme ça. Donc, ma classe téléviseur, ben, j'ai une variable dimension. J'ai une variable volume que je mets à 0 en commençant. Puis j'ai une variable allumée qui est égale à force. Donc, si je me déclare un nouveau téléviseur, première des choses, elle va être fermée parce qu'il est à force. Le volume va être à 0. Puis la dimension va rester à déterminer. OK? J'ai une fonction syntonisée qui reçoit en variable, qui reçoit comme paramètre le canal désiré. Par défaut, j'ai mis un petit égal à 3. Donc, par défaut, la télé va s'ouvrir à 3. Mais sinon, je peux décider de changer. J'ai la fonction 10 syntonisée, ici, la fonction de syntoniser, qui va choisir le poste, le canal, qui va le mettre au canal désiré, si j'y ai passé un paramètre. Après ça, j'ai une fonction volume qui ne contient absolument rien, baisser le volume. J'ai ma fonction power, comme on a vu dans les notes de cours, qui va faire l'inverse. Si c'est allumé, elle va l'éteindre. Puis si elle est éteinte, elle va l'allumer. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. Puis j'ai une fonction téléviseur qui porte le même nom que ma fonction d'origine. Ça, c'était dans les vieilles versions de PHP. Ça remplissait le construct et le destruct. Ici, j'ai une classe projecteur LCD, pour faire comme dans les notes de cours, qui va hériter de ma classe téléviseur. Donc, tout ce qu'il y a dans le téléviseur ici, si je me déclare un projecteur LCD, je vais pouvoir utiliser ce qu'il y a dans ma classe téléviseur, puis je me suis rajouté une variable durée de lampe et intensité lumineuse. Donc, ça, c'est mes deux petites classes que je me suis créées dans l'objet TV, dans le fichier objet TV. Je reviens à mon fichier d'origine. Bon, j'ai été chercher mes deux classes qui sont ici. Je me suis déclaré ma TV, New Téléviseur, que j'ai initialisé à 12 pouces. Ma TV, je mets une dimension de 53 pouces. Donc, si je fais un affichage, mon écran mesure, il va aller chercher la variable ma TV dimension, puis après ça, je vais afficher en pouces. Je fais un changement de paragraphe. Puis je mets une ligne en HTML avec des échos. Donc, ça, c'est la première partie. Je vais tout simplement afficher ici mon écran mesure avec sa dimension. Donc, on va aller voir le résultat. Donc, on va aller voir le résultat ici. Donc, si j'ai mon navigateur, je vais aller dans Objet. Regardez, mon écran mesure 53 pouces, après ça, une ligne. Donc, je reviens à mon code ici. Mon écran mesure 53 pouces, c'est normal, j'ai mis 53 dans Dimension. Donc, ça fonctionne. Mon deuxième exemple, je vais me déclarer ma TV2, ma TV3, des nouveaux objets téléviseurs qui sont 32 pouces. Après ça, je vérifie avec un petit opérateur ternaire. Oh, opérateur ternaire, examen numéro 1. Je vérifie si ma TV2 est égale à ma TV3. Ben là, oui, c'est sûr qu'ils sont égales. Je viens de les déclarer. Deux nouveaux objets qui sont parfaitement identiques. Donc, ça devrait donner comme résultat true, parce qu'ils sont égales. Donc, je marque égal, je vais afficher égal s'ils sont égales et non égales s'ils ne sont pas égales. Puis après ça, ma télé 3, je vais mettre une dimension de 16 pouces. Donc, ça devrait afficher égal. Donc, je regarde ici, ça l'a affiché égal. Donc, ça a fonctionné. Je retourne dans mon code ici. J'affiche une ligne. Troisième partie, ma TV, je fais allume est égal à true. Ma TV 3, je fais allume est égal à false. Donc, si je les compare, ils ne devraient pas être égales. Donc, ma télé 2 égale ma TV 3, opérateur ternaire. Si c'est vrai, il va afficher égal. Si c'est faux, il va afficher non égal. Donc, il devrait afficher non égal parce que là,
ils ne sont pas parfaitement identiques. Donc, si je reviens à mon navigateur, il affiche non égal. Donc, ça a fonctionné. Je reviens ici. Quatrième élément, je fais une ligne. Ensuite de ça, je fais écho, TV, ma TV, dimension, allume, point d'interrogation. Je fais 2 points, ma télé allume. Donc, je regarde si la télé, dimension, allume, je le fais afficher son contenu. Donc, si je regarde le résultat, ma télé, avec sa dimension, c'est 53 pouces. Allumé est égal à true. Donc, c'est vrai qu'elle est allumée. Ma télé 32 pouces, true. Ma télé 16 pouces, oh, je ne vois rien. Quand je ne vois rien, ça veut dire que c'est 0. Donc, 0, ça veut dire que c'est false. Ça veut dire qu'elle n'est pas allumée. Autre partie, ici, je me suis amusé à faire un petit jeu. Donc, je suis un petit peu bébête. Je me suis dit, on va peut-être pouvoir gager si je me ferme les yeux puis je pèse sur le bouton Power. Puis là, à un moment donné, quelqu'un dit « Merci, arrête! » On va gager la télé, est-ce qu'elle est ouverte ou est fermée. Donc, j'ai fait un paquet de copier-coller ici. Regardez le nombre de copier-coller que j'ai fait. J'ai pesé plein de fois sur le bouton Power. Ma télé, bouton Power. Ma télé, bouton Power. Ma télé, bouton Power. Mettons que je fais ça comme ça, au hasard. Je copie. Je ne sais pas combien j'en ai copié. Donc, je ne sais pas si ma télé va être ouverte ou fermée. Donc, il faudrait vraiment les compter pour savoir si la télé va être ouverte ou fermée. Donc, on a 50% des chances de l'avoir. Si je clique sur Enregistrer, je reviens ici. D'après vous, est-ce que ma télé va être ouverte ou ma télé va être fermée? Moi-même, je ne sais pas. J'ai copié au hasard. Télé allume ou non? Je pèse sur Refresh. On va voir si c'est un petit 1 ou c'est un petit vide qui va apparaître. 1, ça veut dire True est allumé. S'il n'y a rien qui apparaît, c'est False. Ça veut dire qu'elle est fermée. Donc, moi, je dirais que par hasard, comme ça, elle va être allumée. Elle va être True. Je clique sur Rafraîchir. Oh! Télé allume ou non? Rien. Ça veut dire que c'est égal à False. J'ai perdu ma gageure. Ça veut dire que la télé, au hasard, j'ai pesé sur Power plein de fois. Donc, ça a inversé le contenu. Puis là, c'est égal à False. Ici, c'est égal à False. Donc, ça, c'est un petit exemple pour vous montrer que le bouton Power fait l'inverse de ce qu'il y avait déjà dedans. Donc, je fais afficher tout simplement si c'est allumé ou pas. Dernier exemple, je me déclare un nouvel objet, projecteur LCD, 42 pouces. C'est un peu bizarre parce qu'un projecteur, tu le recules ou tu l'avances pour la dimension. Je fais dimension du projecteur, je le fais afficher, puis je fais est-il allumé? Projecteur allume. Tout simplement, je le fais afficher. Donc, si je reviens ici, dans ma page, dimension du projecteur 42, est-il allumé? C'est égal à true. Tout simplement, je réussis à utiliser le projecteur qui a hérité de toutes les caractéristiques de téléviseur. Donc, je le fais afficher dans ma petite page ici. C'était ma petite introduction vraiment là, à l'orienté objet. Je n'ai rien fait de bien compliqué. Je me suis déclaré juste 2 classes, puis je les ai manipulées un petit peu. Donc, je vous rappelle que ces 2 fichiers-là, si jamais vous avez trouvé que j'ai été trop vite, ben, je les rends disponibles dans les notes de cours. Donc, ils sont disponibles sur Léa avec les documents Word que j'ai utilisés pour faire mon cours. All right, all right, all right. En terminant, je vous parle un petit peu du premier TP de la session qui va compter pour des points. Donc, cette semaine, il y a un TP numéro 1 qui est disponible sur Léa. Donc, si vous allez voir travail pratique numéro 1 PHP, c'est un travail qui va compter pour des points, 5% de la session. Vous allez voir à la fin du document complètement, je vous ai mis date maximum pour me remettre le TP, c'est le 23 février. Vous n'aurez pas vraiment à me le remettre, là, ça serait de me le faire corriger en ligne, me montrer que vous l'avez fait et que ça fonctionne. Donc, vous avez juste à venir sur les heures de laboratoire, me montrer que vous avez fait le laboratoire, puis je vais vous donner vos points. Il y a une première partie, qui est la partie PHP, où vous allez tout simplement avoir à écrire un premier petit formulaire, une page HTML. Tout simplement, on vous demande d'afficher la date d'un fichier de la page HTML, créer un petit fichier PHP qui répond à un formulaire HTML, donc un fichier 2.html. Vous allez remplir un petit formulaire. Ensuite de ça, vous allez sélectionner, après avoir écrit votre nom, prénom, sexe, sujet d'intérêt selon le chiffre choisi. Soit 1, c'est le sport, le 2, c'est l'actualité, 3, finance, 4, météo. Soit que vous entrez dans un input, le sport, l'actualité, la météo, 1, 2, 3 ou 4.
Si vous êtes plus audacieux, vous pouvez y aller avec un list box à sélection ou des boutons radio comme bon vous semble. Il n'y a pas vraiment vous faites comme bon vous semble. Le fichier résultant en PHP, lui, il va afficher bonjour, monsieur, madame, selon ce qu'il va avoir été entré comme sexe. Ensuite de ça, vous allez tout simplement faire afficher une photo du sujet d'intérêt qui a été choisi. Puis, mettons, c'est sport, faites afficher une photo de sport, puis un petit texte sur le sport. On vous demande d'utiliser un texte ou une photo, peu importe quoi, selon le sujet qui a été choisi, pour vous montrer que vous êtes capable de récupérer les informations puis les afficher en conséquence. Il va y avoir une deuxième partie au PHP. Vous allez encore avoir une fois un formulaire. Vous allez vous demander une demande d'adhésion au club. C'est vous qui choisissez le club. Je veux savoir à quoi je m'inscris si je vais sur votre site web. C'est un club de pétanque, un club, je ne sais pas trop, là, de tir à l'arc, un club de, je ne sais pas, choisissez le club que vous voulez quand je m'inscris à votre club. Puis ensuite de ça, vous allez écrire si ça réussit ou non pour l'inscription. Vous allez enregistrer le contenu de la demande d'adhésion dans un fichier texte. Puis après ça, vous allez faire afficher le résultat avec la réponse. La deuxième partie du laboratoire, ça va être sur les cookies, les variables sessions, comme vous allez avoir vu dans le petit vidéo de cette semaine. Donc, première partie sur les cookies, c'est assez simple. Vous allez tout simplement avoir un petit fichier dans lequel je vais rentrer des informations. Ensuite de ça, je vais cliquer sur le fichier suivant, puis il va y avoir un cookie qui va avoir été créé. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir voir afficher le cookie. La deuxième partie, c'est partie variable session. Vous allez tout simplement créer un fichier dans lequel, quand je vais cliquer dessus, je vais créer une variable session. Je vais rentrer mon nom, mon prénom. Ensuite de ça, je vais voir un dernier fichier qui va me montrer que la variable session existe, qui va me laisser voir le contenu. Puis la partie 2, on va récupérer le nom puis le prénom. Puis on va afficher une image qui vient d'un fichier texte. Donc, si vous avez des questions, venez me voir en laboratoire. Vous avez 2 semaines pour faire ce petit laboratoire-là. Je pense que ça ne prendra pas autant de temps que ça. Mais n'hésitez pas à venir me voir sur les périodes de laboratoire, sur Teams. Ça va me faire un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans l'énoncé. C'est quand même des points pour la session. Bonne fin de journée à tous. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.